Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au nom de CBC Banque et Assurance à notre conférence en direct sur le thème de la réforme de la politique agricole commune. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Jomotte, qui est directrice du service d'études de la Fédération Wallonne Agricole. Merci Madame Jomotte d'avoir accepté de nous présenter la réforme de la PAC 2023-2027 et les grands contours du nouveau plan stratégique wallon. La réforme de la politique agricole commune est une réforme importante parce qu'elle influencera les trois piliers de la durabilité de nos exploitations agricoles. Le pilier économique, quand on sait l'importance des primes PAC dans le revenu des agriculteurs. Le pilier environnemental, avec les écorégimes qui encourageront les bonnes pratiques agricoles. Et le pilier sociétal. Durant l'exposé de Mme Jomotte, vous aurez l'occasion de lui poser vos questions par écrit via la boîte à messages qui se situe en bas à gauche de votre écran. Il est marqué « Education ». Nous ferons une synthèse des questions et mon collègue Pierre Brumioul viendra poser ses questions en fin d'exposé à Mme Jomotte. Voilà. Cette conférence en direct est enregistrée et sera visible sur notre site cbc.be/agri d'ici la fin de cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence. Madame Jomotte, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je vais essayer de vous dresser les principaux contours, en tout cas les principaux éléments du futur plan stratégique de la PAC pour la Wallonie pour la période 2023-2027, donc pour les 5 prochaines années. Ces éléments sont ceux qui sont connus au stade actuel des choses, donc il y a encore beaucoup d'inconnus, ou du moins des informations dont on ne dispose pas, mais qui devraient se préciser dans les prochains jours, voire prochaines semaines, voire, on l'espère un petit peu moins, les prochains mois. Mais on va essayer déjà aujourd'hui de donner une série d'informations. Alors, tout d'abord, pour commencer, un contexte un petit peu général, un petit rappel quand même, parce que c'est indispensable de savoir dans quel cadre on se situe. Il faut savoir que les règlements européens, parce que la PAC, c'est avant tout un cadre européen, c'est du budget européen, donc c'est un cadre européen. Les règlements européens ont été adoptés seulement en décembre de l'année dernière, donc ils ont déjà mis un petit peu de temps. Ils ont été adoptés en décembre et on n'a pas encore à l'heure actuelle tout ce qu'on appelle les actes secondaires, que ce soit les actes délégués ou les actes d'exécution. Il y en a certains qui sont déjà parus, d'autres pas encore. Et pourtant, malgré que ces règlements sont sortis seulement fin de l'année dernière, l'entrée en vigueur de la prochaine PAC, il est prévu au 1er janvier 2023, l'année prochaine. L'année prochaine, il reste déjà plus que 10 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2021-2022, vous le savez, c'est ce que vous vivez actuellement, sont des années de transition, années pendant lesquelles c'est la politique actuelle, en tout cas la politique qu'on connaissait avant, qui reste d'application. Alors, nouvelle PAC, entrée en vigueur en 2023, en janvier 2023, mais obligation au niveau de chaque État membre de déposer ce qu'on appelle un plan stratégique. Donc, un plan stratégique, c'est quelque chose qu'on connaissait assez bien pour le deuxième pilier de la PAC. C'est-à-dire que chaque État membre, avec la petite exception en Wallonie, en Belgique, c'est qu'on a 2 plans régionaux, donc un pour la Flandre et un pour la Wallonie. Mais donc chaque État membre doit introduire ce plan stratégique, la stratégie, la manière dont il va distribuer les aides sur son territoire, en tenant compte notamment de ses enjeux prioritaires et de ses besoins. Donc, il y a eu toute une série de préalables à respecter pour déposer ce plan stratégique. Et ce plan, il aurait dû être déposé pour le 31 décembre de l'année dernière. Je dis bien il aurait dû être déposé parce qu'à l'heure actuelle, le plan stratégique wallon n'est toujours pas déposé à la Commission européenne. Or, pour que notre plan stratégique soit opérationnel au 1er janvier, il faut savoir que la Commission va devoir le valider. Et cette validation va prendre au moins 6 mois. Quand je dis au moins 6 mois, c'est que dans cette période de 6 mois, il va y avoir des remarques qui vont être faites par la Commission. Et évidemment, quand la Commission fait des remarques, le temps qu'on y réponde, les délais sont suspendus pour la Commission. Ce serait beaucoup trop simple, évidemment. Donc, plus on va mettre du temps pour répondre aux remarques, plus ça va prolonger encore le délai. Donc, on est à une période, à un moment maintenant qui est assez crucial parce qu'il reste, comme je l'ai dit, 10 mois avant la future PAC. Il est absolument indispensable que ce plan soit déposé à la Commission européenne pour qu'il puisse être validé suffisamment tôt, que vous, agriculteurs, puissiez prévoir, anticiper ce que vous allez devoir faire à partir du 1er janvier 2023.
Je vous l'ai dit aussi, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui a été communiqué par le gouvernement wallon le 17 janvier dernier. Donc, c'est l'accord tel qu'il a été validé. Il y a encore des éléments manquants, notamment en ce qui concerne la conditionnalité. Dans les éléments de communication du gouvernement, il n'y avait rien sur la conditionnalité. Et donc, les conditions de base, c'est ça la conditionnalité, c'est les conditions de base que vous devrez tous respecter pour accéder aux aides de la PAC. Donc voilà, c'est des informations qui n'étaient pas communiquées, qui ont encore dû faire l'objet de discussions. Alors, un petit rappel également sur les objectifs de la nouvelle PAC. Donc la Commission, dans son règlement, fixe un cadre que chaque État membre doit respecter, et elle définit les objectifs que la future PAC doit rencontrer pour la prochaine programmation. Et là, vous voyez, Arnold en parlait tout à l'heure, les 3 objectifs globaux sont les 3 piliers de la durabilité. C'est un développement d'un secteur agricole innovant, résilient et qui garantit la sécurité alimentaire. C'est renforcer l'environnement, la préservation des ressources naturelles et l'action pour le climat. Et c'est consolider le tissu socio-économique des zones rurales. Donc, on est bien sur les 3 piliers de la durabilité, donc 3 grands objectifs qui concrétisent ces 3 piliers. Des objectifs globaux qui sont déclinés après en objectifs plus spécifiques, avec le revenu, donc dans les objectifs plus économiques, les objectifs d'assurer un revenu juste, de renforcer la compétitivité, de rééquilibrer les rapports dans la chaîne de valeur. Tout ce qui concerne l'environnement, je l'ai dit, préserver les ressources naturelles, lutter contre les changements climatiques et tout ce qui concerne la biodiversité. Et puis, dans la consolidation du tissu rural, donc dans l'aspect plus sociétal, on a évidemment le renouvellement des générations, la redynamisation des espaces ruraux et évidemment répondre aux attentes sociétales. Et un objectif transversal qui lui s'applique de manière évidemment globale, c'est la modernité, la transition numérique et aussi l'innovation. Un qui ne transparaît pas sur ce transparent, mais qui était bel et bien un objectif de la Commission aussi, c'est la simplification. Vous allez le voir que la simplification est bien malheureusement souvent un mot, ou peut-être un gros mot pour certains. Alors, au niveau de la stratégie wallonne, il a été repris une série d'objectifs. Donc le plan stratégique tel qu'il a été, en tout cas tel que les décisions ont été prises récemment, définissent une série d'objectifs indispensables pour pour le développement de l'agriculture, enfin en tout cas pour la future politique agricole. 1. Garantir le revenu aux agriculteurs. Donc, premier objectif. 2. Soutenir les différents types d'agriculture de manière équitable et qui doivent rester complémentaires, que ce soit l'agriculture conventionnelle, biologique, les qualités différenciées, l'élevage, la culture, le maraîchage. Il faut vraiment un équilibre entre ces différents types d'agriculture. Veiller évidemment à assurer, à sauvegarder l'autonomie alimentaire, assurer une transition vers une agriculture plus durable, s'inscrire évidemment dans l'orientation générale donnée par le Green Deal, par le pacte vert de l'Union européenne, et notamment dans la stratégie de la ferme à la fourchette, même si elle est arrivée en cours de route, on va dire, en cours de négociation de la PAC. Favoriser la reprise des exploitations agricoles et donc le renouvellement des générations. Et enfin, dégager des moyens en vue d'intensifier la transformation de la production. C'est quelque chose qui, en Wallonie en particulier, est un petit peu plus déficient. Alors, le budget. Le budget de la PAC, vous voyez, les chiffres s'affichent. On est sur un budget total de 1 862 millions d'euros pour 5 ans. Donc on est bien période 2023-2027. Le premier pilier, vous voyez, se voit doté d'un budget nettement plus conséquent puisqu'on est sur 1,328 milliard de fonds européens. Je rappelle que les aides du premier pilier sont des aides qui sont 100% financées par l'Europe. Donc c'est le Fonds européen de garantie, donc le FEAGA. Au niveau du développement rural, on est sur du cofinancement. Donc 198 millions d'euros qui proviennent de ce qu'on appelle le FEADER, donc le Fonds européen pour le développement rural. Et ce fonds, ce budget, doit nécessiter un cofinancement de la part de l'État membre, en l'occurrence ici de la région wallonne. Et donc cette enveloppe est complétée par 336 millions qui vient des fonds wallons, ce qui nous fait un total de 534 millions pour la période 23-27, donc pour 5 ans.
Donc c'est du cofinancement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la part du cofinancement de la région wallonne va passer de 60, qui est le taux de cofinancement actuel, à 63%. Donc vous voyez que la région fait un effort supplémentaire pour avoir une enveloppe totale suffisante. Bonne nouvelle également, c'est qu'il n'est pas prévu de transfert entre le premier et le deuxième pilier. Quand on voit les chiffres qui s'affichent, 1,3 milliard d'un côté pour le premier pilier, un petit 200 millions pour le deuxième, la tendance pourrait être, en tout cas la tentation pourrait être forte d'aller en prendre un peu dans le premier pour le donner dans le deuxième. Ce n'est pas prévu, donc il n'y a pas de transfert budgétaire ni dans un sens ni dans l'autre, mais en même temps, aller rechercher dans le deuxième, on n'irait pas rechercher grand-chose. Par contre, et j'y reviendrai, ce qu'il est prévu, c'est de pouvoir transférer des excédents dans certaines interventions, et notamment dans les aides couplées, pour les transférer vers les écorégimes, qui est une autre forme d'intervention, et on va y revenir. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler premier pilier, on fera après les principales interventions du deuxième pilier, peut-être en se concentrant un peu plus sur les interventions agricoles. Au niveau du premier pilier de la PAC, petit rappel, mais vous l'avez certainement déjà vu cette slide, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas dans la future PAC? Le paiement de base, il reste. Il va juste porter un autre nom, mais aide de base aux revenus pour un développement durable, mais il reste. Le verdissement, donc le paiement vert, celui qui était conditionné au respect de trois conditions. Trois conditions: maintien des prairies permanentes, diversification des cultures et minimum de superficie d'intérêt écologique. Donc, ces trois conditions qui permettaient d'aller justifier le paiement vert. Alors, le paiement en tant que tel disparaît, les conditions ne disparaissent pas. Les conditions, elles sont transférées dans ce qu'on appelle dans la conditionnalité, qui de surcroît est renforcée, puisque ce qui avant permettait d'avoir une aide spécifique qui était le paiement vert, dorénavant va juste donner droit à aller chercher les aides, puisque ça va donner droit au minimum de base, les exigences minimales à respecter pour aller chercher les aides. Les aides couplées, maintien de ce système avec, au niveau réglementaire, des plafonds, 13% normalement, plus 2% pour les protéagineux, mais avec cette possibilité pour les États membres, comme la région wallonne, qui avait un pourcentage bien supérieur aux exigences européennes, de continuer à avoir un pourcentage similaire, mais sans aller au-delà. Donc, on pouvait aller jusqu'à 21,3. Enfin, on pouvait. Sur papier, c'était ce qu'on avait lu. Ça n'a pas été une chose facile nécessairement. Le paiement jeune, il reste, il s'appelle aide complémentaire aux jeunes agriculteurs, avec là aussi une obligation au niveau européen de dégager, en tout cas d'allouer 3% au moins du budget total aux aides jeunes, mais que ce soit le paiement jeune ou les aides à l'installation. Le paiement redistributif, même principe, il reste. Il devient obligatoire, là où ce n'était actuellement pas obligatoire pour tous les États membres. Donc, il devient obligatoire. Chez nous, ça ne pose pas de problème, c'était déjà mis en œuvre. Il s'appelle juste maintenant aide redistributive complémentaire aux revenus pour un développement durable. Et enfin, la nouveauté, ce qui, entre guillemets, remplace le paiement vert, mais pas tout à fait, c'est ce qu'on appelle les programmes pour le climat et l'environnement, c'est les écorégimes. Alors là, on est sur des mesures volontaires en faveur de l'environnement, mais qui vont au-delà de la conditionnalité. Je vais y revenir. Donc la particularité quand même de cette nouvelle PAC, ça reste son architecture verte. Et on en a beaucoup parlé dans les négociations, c'est cette tendance à mettre du vert dans le corps même de la PAC. L'architecture verte, c'est quoi? C'est toutes les interventions, que ce soit du premier ou du deuxième pilier, qui ont pour objectif d'atteindre les niveaux exigés en termes de, je l'ai déjà dit, mais lutte contre les changements climatiques, préservation des ressources naturelles et protection de la biodiversité. Dans cette architecture verte, on va retrouver différents paliers. Niveau de base, la conditionnalité, obligatoire pour tout le monde. Les écorégimes, engagement volontaire, annuel, c'est bien là ça la différence entre, à la limite, la MAE. La MAE est un engagement pluriannuel, donc la mesure agro-environnementale et climatique. L'écorégime, c'est annuel. Une année, vous le demandez, l'année suivante, vous ne le demandez pas. C'est vous qui choisissez. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas l'aide correspondante, évidemment. Donc, engagement annuel pour ce que l'agriculteur va faire en plus pour l'environnement ou le climat. En plus de quoi? En plus de la conditionnalité. Donc, on est vraiment sur la couche qui est au-delà de la conditionnalité. Les mesures agro-environnementales et climatiques, vous connaissez, même principe, sauf que c'est pluriannuel. Ça doit évidemment aussi aller au-delà de la conditionnalité et ça ne doit pas être la même chose que les écorégimes. Il est évident qu'on ne peut pas payer dans le premier et dans le deuxième la même chose. Donc ça doit être soit
une étape au-dessus, un cran supplémentaire, soit autre chose. Et puis, il y a d'autres mesures dans le deuxième pilier de la PAC qui concernent l'environnement. C'est les aides à l'agriculture biologique, c'est les indemnités Natura 2000, c'est certaines aides à l'investissement plus spécifiques, etc. Alors, la conditionnalité. Dans la conditionnalité, je vous ai remis les différentes obligations, mais il en manque. Donc ici, je ne vous ai repris que les bonnes conditions agricoles et environnementales, qui, comme vous le voyez, sont classées en plusieurs catégories. Changement climatique, eau, sol et biodiversité climat. Les trois qui sont entourés sont les trois qui sont en fait issus du verdissement. Première bonne condition agricole et environnementale, le maintien des pâturages permanents. Je l'ai dit, c'était une obligation pour avoir le paiement vert. Une des trois conditions de paiement vert, vous voyez, elle apparaît dans la conditionnalité. La BCAE 8, qui est devenue maintenant la 7, pourquoi? Parce que la BCAE 5 a été supprimée, mais ça c'est un détail. La 8, rotation des cultures. On avait quoi dans le verdissement? On avait diversification des cultures. Vous voyez qu'on parle un petit peu de la même chose, mais pas tout à fait. La rotation des cultures, là aussi, c'est un cran supplémentaire. Il ne suffit pas d'avoir 2 ou 3 codes culture différents. Il faut aussi qu'elles changent d'année en année. BCAE 9, part minimale de terres consacrées à des surfaces non productives. Dans le paiement vert, on avait une obligation d'avoir 5% de superficie d'intérêt écologique. Ici, on est un step plus loin, c'est des éléments non productifs. Donc, grosse question, ça a été qu'est-ce qu'on va mettre dedans et surtout, est-ce qu'on pourra encore mettre notamment des cultures dérobées, des cultures fixatrices d'azote. Rassurez-vous, je ne vais pas parler de toutes les conditions. Par contre, il en manque. Il manque quoi? Il manque les exigences réglementaires minimales. Là-dedans, il y a aussi quelques petites nouveautés ou quelques petites subtilités qui pourraient poser potentiellement problème. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dès le début, on a des éléments qui sont manquants par rapport à l'information. Donc, on devrait pouvoir en dire un peu plus dans les prochaines semaines, en tout cas, on l'espère. Au niveau des prairies permanentes, donc la première condition. Vous savez, la situation actuelle, évidemment, actuellement, ce n'est pas une BCAE puisque c'est une obligation pour avoir le paiement vert. Et actuellement, on travaille sur un ratio de prairies permanentes qui est calculé à l'échelle de la région. On calcule un ratio général au niveau de la région wallonne et tant qu'on ne dépasse pas une diminution de plus de 5%, on est tranquille. Si on dépasse de 2,5, il faut une autorisation pour labourer une prairie. Si on dépasse de 5, là par contre, on devra remettre des prairies, réaffecter des prairies. Jusqu'à présent, pas de souci. Ce ratio n'a jamais subi de perte supérieure à 2,5%. Pourquoi? Parce que quand il y en a qui labourent des prairies permanentes, il y a des prairies temporaires qui ont plus de 5 ans et qui deviennent des prairies permanentes. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre assez bien. Dans la nouvelle conditionnalité, donc je rappelle, ça va devenir une obligation pour accéder aux aides, il y avait possibilité de choisir le niveau géographique. Est-ce qu'on gardait à l'échelle de la région wallonne ou est-ce qu'éventuellement on passait avec des sous-régions? Il a été question de travailler avec 2 sous-régions, le nord du Sillon-Sambre-et-Meuse et le sud de Sillon-Sambre-et-Meuse. Il semblerait qu'on soit resté sur l'échelle régionale, qui a plusieurs avantages. Un, c'est que tout le système existe, donc on ne recommence pas à faire des calculs. 2, pour les agriculteurs qui pourraient être éventuellement à cheval sur les 2 régions, c'est nettement plus simple. Ils ne doivent pas s'embêter avec 2 ratios et être attentifs aux 2. Et surtout, pour une fois, on n'a pas trop de changements. On est sur quelque chose sur lequel on est habitué. L'année de référence, par contre, elle va changer. On va figer un nouveau ratio, donc on va définir un nouveau ratio sur l'année de référence 2018. Ça, c'est réglementaire, donc c'est dans la réglementation, on ne peut pas de maîtrise sur cet aspect-là. La BCAE, qui est maintenant la 7, rotation des cultures. Je vous l'ai dit, dans le paiement vert actuel, ce n'est pas une obligation de rotation, c'est une obligation de diversification des cultures. Donc avec une obligation d'avoir 2, voire 3 codes culture, 3 groupes de cultures différents, et même pour certains des dérogations. Alors, ici, on est un pas plus loin, puisqu'on oblige d'avoir la rotation des cultures au moins une fois sur l'année, en ce compris les cultures secondaires, donc qui pourraient rentrer dans cette rotation, qui pourraient être comptabilisées dans cette rotation. Le règlement, en tout cas, tel qu'il est écrit actuellement, il donne la possibilité, dans des régions bien spécifiques, pour autant qu'on le justifie pour des conditions particulières, de rester avec une diversification des cultures et donc de ne pas imposer cette rotation des cultures.
Mais à nouveau, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore les éléments d'information précis pour savoir comment ça va être mis en œuvre en région wallonne. La seule chose qu'on sait, c'est que le règlement permet de dispenser de cette conditionnalité, enfin de cette condition, les exploitations qui ont plus de 75% de prairies permanentes ou qui ont plus de 75% de surface en herbe ou avec des fourrages, ou les exploitations dans lesquelles il y a moins de 10 hectares, en tout cas il y a maximum 10 hectares de terres arables. Donc ces exploitations-là ne devraient pas respecter cette condition-là. La dernière sur laquelle on va focaliser un petit peu, c'est la 8, qui concerne les zones ou éléments non productifs. Donc, je vous l'ai dit, dans l'averdissement actuel, vous êtes habitués, c'est 5% de superficie d'intérêt écologique. Mais ces 5% de superficie d'intérêt écologique ont bien souvent été mis en œuvre comment ? Avec des cultures, des cultures dérobées ou avec des cultures fixatrices d'azote. Il se fait qu'à l'analyse, ce type d'éléments d'intérêt écologique n'a pas suffisamment d'intérêt et qu'il a fallu faire un pas plus loin en faveur de la biodiversité en mettant beaucoup plus d'éléments qu'on appelle vraiment non productifs. C'est quoi ? C'est des arbres, c'est des haies, c'est des mares, c'est des jachères, c'est des bandes qu'on ne faucherait pas, qu'on n'exploiterait pas entre des parcelles, ce genre de choses. Le règlement a fixé des pourcentages minimums. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'arriver à vous résumer les 3 options possibles. Soit on ne met que des éléments non productifs et des jachères. On est sur son exploitation et on ne met que ça. Il faut à ce moment-là qu'au moins 4% des terres arables soient consacrées à des éléments non productifs ou des jachères. Ça, c'est le minimum. Si on dit non, moi je ne sais pas me contenter que d'éléments non productifs et je veux pouvoir inclure des cultures dérobées ou des cultures fixatrices d'azote, alors ce n'est pas 4 mais 7% qu'il faut atteindre, 7% de ces terres arables qu'il faut avoir en éléments non productifs, mais avec un minimum quand même de 3% d'éléments non productifs. Donc même dans cette option-là où il faut un peu plus en termes total, il faut quand même un minimum d'éléments non productifs. Les exploitations qui décident volontairement de faire l'effort d'aller au-delà des 4% minimum, et d'aller jusqu'à 7% d'éléments non productifs, et bien dans ces exploitations-là, la rémunération qu'ils pourraient avoir par un éco-régime, par exemple, pourrait se calculer dès le minimum de 3% et non pas dès le 4%. Ça, c'est plutôt en termes de méthode de calcul. Là aussi, il y a des dérogations qui sont prévues. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toujours l'obligation de maintenir les éléments, les particularités topographiques. Donc pas question d'arracher des haies, des arbres, comme c'est déjà maintenant dans la conditionnalité. Conditionnalité, je rappelle, obligation minimale pour tout le monde et pour accéder à toutes les aides du premier pilier et aux aides surfaciques du deuxième pilier. Attention. Définition de l'agriculteur actif ou véritable. On ne sait toujours pas exactement, je pense que c'est actif pour finir qui a été... j'ai pas eu le temps j'ai pas pris la peine de revérifier, c'est pas pareil. Je pense qu'on est arrivé, l'atterrissage c'est actif, mais on a parlé à un moment de véritable. Alors, dans le règlement européen, cette fois-ci, il est laissé à la discrétion, en tout cas à la possibilité des États membres d'aller plus loin dans la définition de l'agriculteur actif. Mais le règlement fixe quand même des balises, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et dans les balises que la Commission fixe, il y a notamment l'interdiction de fixer des critères, donc des critères de définition qui seraient discriminatoires. On ne peut pas discriminer un agriculteur sur base de certains critères. Ça, c'est les balises au niveau européen. Au niveau du gouvernement, ils ont communiqué en disant on voudrait bien que la condition d'agriculteur actif soit une condition minimale pour un maximum d'aide. Je l'ai dit, réglementairement, c'est au moins... Non, ça c'est pour la conditionnalité, pardon. Donc, minimum pour maximum d'aide, ça veut dire pour toutes les aides du premier pilier, ça, ce sera obligatoire. Et pour le deuxième pilier, là, il y a des aides qui sont pas ouvertes qu'aux agriculteurs. Donc là, il y aura des ajustements. Mais donc, l'idée, c'est une condition minimale pour au moins pour un maximum d'aide. Deuxième chose, je l'ai dit, la Commission fixe des balises, on va devoir travailler avec les contraintes juridiques que le règlement nous donne. Donc, il y a des choses qu'on aimerait bien mettre en œuvre, mais qu'on ne pourra quand même peut-être pas faire. Voilà, ça c'est un fait. La définition telle qu'elle sera mise en œuvre, elle ne pourra pas se faire sur une seule condition. Donc, vraisemblablement, on sera plutôt sur une définition basée sur un faisceau de conditions, un faisceau d'éléments qui permettra de cibler quel est l'agriculteur actif et qui ne l'est pas.
On parle de formation, on parle d'activité réelle, mais actuellement, on n'a pas de détails sur ce qui est retenu. L'idée, c'est quand même d'aider uniquement ceux qui assument l'activité agricole, de maintenir quand même la liste négative. Donc la liste négative, c'est toutes les activités qui sont déjà aujourd'hui exclues de l'agriculteur actif, les aéroports, les activités de loisirs, les activités ferroviaires et les immobilières et les sociétés d'eau. Donc maintenir cette liste négative, éventuellement en l'élargissant. Il avait été question de l'élargir et d'exclure aussi les établissements carcéraux. Là aussi, on ne sait pas trop où ça en est. Et enfin, il y aura toujours la possibilité, parce que ça c'est aussi dans le règlement, de déroger, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui, sur base de ce faisceau de critères, serait reconnu comme n'étant pas actif, pourrait solliciter des dérogations en prouvant qu'il a quand même bel et bien une activité minimale et donc qu'il est quand même bien agriculteur. Et là aussi, il y a des conditions dans le règlement. Donc agriculteur actif, malheureusement, je ne sais pas en dire plus pour l'instant. J'en viens maintenant à la répartition des différentes aides. Alors, vous voyez ici sur ce slide la répartition des aides telles qu'on les connaît actuellement, donc pour la période 2015-2022. 2022 parce que voilà, 21-22 sont des années transitoires, mais on est dans la même cadre, configuration que la PAC précédente. Donc vous voyez qu'actuellement, 21,3% du budget, c'est pour les aides couplées, 2%, on est un petit peu en dessous pour les jeunes, 17% du budget pour le paiement redistributif, 30% le paiement vert et 29,7% pour le paiement de base. Ça, c'est les pourcentages tels qu'ils sont maintenant. Je vous l'ai dit, paiement de base, paiement vert disparaît. Et comme ça devient de la conditionnalité, on peut quasiment considérer que les deux sont maintenant soudés, liés. Et donc, pour avoir au moins le paiement de base, il faut remplir les mêmes conditions qu'avant pour aller chercher paiement de base et paiement vert. Donc, voilà, c'est un peu comme s'ils étaient agrégés. Qu'est-ce qui nous reste dans la future PAC? En tout cas, qu'est-ce qui restera pour 23-27? Les aides couplées, ça, ce sont les pourcentages de l'accord normalement du gouvernement, 21,3. Donc le maintien du budget à 21,3% pour les aides couplées a été confirmé dans l'accord. C'est super important parce que ça n'était pas gagné du tout. Les aides jeunes, vous voyez qu'on est monté à 2,9. Les exigences européennes, c'est 3%, mais en incluant les aides à l'installation. Le paiement redistributif, l'enveloppe va un petit peu monter, on va passer à 19,5%, ce qui va faire que l'aide à l'hectare va un petit peu augmenter, j'y reviendrai. Les éco-régimes, le minimum légal, en tout cas le minimum réglementaire, c'est 25% du budget. Bon, vous voyez qu'on est un tout petit peu au-dessus, mais on est très proche des 25%. Et le solde, c'est ce qui reste. On prend 100% parce qu'une enveloppe, quand on la distribue, on prend 100%. On retire toutes les aides, tous les pourcentages. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 30,3% qui constituera le budget alloué pour le paiement de base. En chiffres, ça donne quoi? Ça donne ce tableau totalement indigeste, mais qui reprend, vous voyez, dans la troisième colonne, exactement les pourcentages que je vous ai dit. Donc 30 pour le paiement de base, 19,5 pour le paiement redistributif. Vous avez la répartition des différentes aides couplées, avec les vaches vendeuses, vaches mixtes, vaches laitières, les ovins, et une toute nouvelle aide couplée, je vais en parler, mais pour un total de 21,3. Les différents éco-régimes avec les budgets correspondants, et le tout, vous voyez, magique, ça fait 100%. On va rentrer dans le détail parce que ce tableau il est complètement indigeste, mais ne vous inquiétez pas, tous les chiffres sont repris dans les différentes aides. Le paiement de base. Non, paiement de base, je l'ai déjà dit, je me répète, vous allez voir, je vais beaucoup répéter. Paiement de base au revenu pour un développement durable, il regroupe en quelque sorte l'actuel paiement de base et le paiement vert. Donc vous voyez, 402 millions budget, ça c'est le budget pour la période, je rappelle, donc 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce paiement de base va subir donc, ce qu'on appelle une convergence interne, une nouvelle convergence interne. Il y en avait déjà une dans la PAC précédente. C'est quoi la convergence interne? Vous avez tous des droits de valeur différentes. Certains ont des petits droits, d'autres ont des gros droits, parfois certains très gros droits. La convergence interne, c'est quoi? C'est faire remonter les petits droits. C'est surtout ça l'objectif. C'est faire en sorte que tous les droits qui sont actuellement à 60% de la moyenne, parce qu'il n'y a pas en dessous. La précédente convergence avait permis de faire monter tous les droits à au moins 60% de la moyenne, donc il n'y en a plus qui sont en dessous. Ici, l'idée, et c'est une obligation européenne, soit c'était ça, soit c'était la convergence totale, donc tout le monde la même valeur, c'est de faire remonter les droits qui sont actuellement entre
la moyenne et 60% de la moyenne, les faire remonter à au moins 85% de la moyenne, et ce, à l'horizon 2026. Pour faire ça, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas générer de l'argent. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire baisser les gros droits. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une réduction linéaire pendant 4 ans, 23, 24, 25, 26, qui va faire en sorte que tous les gros droits vont atteindre 115%, 114 exactement, de la moyenne. Tous les petits droits vont atteindre 85% de la moyenne. Et tous ceux qui sont aujourd'hui dans ce tunnel de 85%, 114%, ceux-là ne changeront pas. Ils resteront à leur valeur moyenne. Faites juste attention, vos droits vont être recalculés puisqu'ils vont être ajustés en termes de budget, puisque le budget total des aides du paiement de base sera l'équivalent de 30,3%, alors qu'actuellement c'est un peu moins de 30%, donc il va y avoir un petit recalcul. Pour tout ce qui concerne le plafonnement et la dégressivité, on n'a pas eu d'infos, mais il était question de faire un plafonnement à 100 000 €, donc de plafonner les aides à 100 000 €. Je suis bien sur le paiement de base, donc de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'agriculteurs qui puissent avoir des aides qui soient supérieures à 100 000 et d'appliquer une dégressivité à partir de c'était 75 000 € si mes souvenirs sont bons. Là, je le dis de mémoire. Paiement redistributif, je l'ai déjà dit, l'enveloppe va un peu augmenter puisqu'on avait 17%, en tout cas on a actuellement 17% du budget qui est consacré à ce paiement redistributif. On va passer à 19,5%. Il faut savoir que c'est devenu une mesure obligatoire avec une obligation de consacrer minimum 10%. Chez nous, ce n'était pas un problème, on était déjà bien au-delà. On est avec une aide qui actuellement est payée sur 30 hectares maximum, ça restera sur 30 hectares maximum, et qui est ce qu'on appelle déplafonné. Donc déplafonné, c'est quoi? C'est on démultiplie ce paiement en fonction des actifs dans l'exploitation. Donc si on a 2 agriculteurs dans l'exploitation, un père et son fils par exemple, et qu'ils peuvent justifier chacun d'un droit suffisant sur au moins 30 hectares chacun, ils peuvent aller chercher 2 fois l'aide sur 30 hectares d'un côté pour le papa et 30 hectares pour le fils. Ici, l'idée, ce serait de pouvoir faire exactement la même chose. Donc, on reste sur les mêmes surfaces maximales, on reste sur la même condition, la même possibilité de déplafonnement, et l'aide va augmenter puisqu'elle va passer environ à 130 € l'hectare. Le paiement jeune, le paiement jeune, c'est une aide qui est octroyée aux jeunes qui ont moins de 40 ans et qui est octroyée actuellement pendant 5 ans. Il était question de pouvoir l'octroyer sur une plus longue durée. En tout cas, c'était une demande des jeunes d'arriver à l'octroyer sur 7 voire sur 10 ans. Malheureusement, tel que c'est adopté dans le règlement européen, on ne pourra pas donner pour plus que 5 ans. Donc c'est une aide qui est octroyée pendant 5 ans. Donc vous le voyez, on est sur un budget qui représente un peu moins de 3% du budget total de la PAC, avec 38,5 millions d'euros. Et l'aide va être octroyée non plus sur 90 hectares comme c'est maintenant. Actuellement, on est à un peu plus de 90 € sur 90 hectares. Ici, on va octroyer l'aide en tout cas normalement, sur 100 hectares, donc 100 droits. Et avec 2 paliers. Sur les 50 premiers hectares, on donnera 140 € l'hectare. Et sur les 50 hectares suivants, on donnera 80 € l'hectare. Elle sera octroyée sur 5 ans, je l'ai déjà dit, parce que c'est la contrainte européenne. Elle sera octroyée à un jeune. Alors, un jeune, ce sera un agriculteur qui n'a pas plus de 40 ans. Pas plus de 40 ans, étant entendu comme ayant moins de 41 ans. C'est-à-dire que la veille de son 41e anniversaire, il est encore jeune. Le jour de son 41e anniversaire, il n'est plus jeune. Qui est évidemment chef d'exploitation, qui s'est installé récemment pour la première fois et qui dispose de formations, qualifications requises. Alors, pas d'informations actuellement sur les formations minimales, mais a priori, on resterait sur les mêmes exigences que maintenant. La grosse question, ça va être installé récemment. Qu'est-ce qu'on entend par récemment? Actuellement, c'est dans les 5 ans. Ici, est-ce qu'on pourra aller au-delà? On ne sait pas encore. J'en viens aussi au soutien couplé. Donc, je vous l'ai déjà dit, le soutien couplé, on a obtenu qu'on puisse aller jusqu'à 21,3%. Donc là, il y a eu une dérogation de la Commission. Ça n'a pas été facile, mais on est parvenu à la maintenir. La décision du gouvernement, c'est de pouvoir allouer ces 21,3% du budget aux aides couplées, ce qui n'a pas non plus été si évident. Par contre, ce qui est, en tout cas pas connu, mais enfin ce qui est anticipable, on va dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on sous-consomme l'enveloppe des aides couplées. Alors on ne sous-consomme pas l'enveloppe, ce n'est pas correct. On sous-consomme parce qu'on a moins d'animaux qui bénéficient d'une aide que ce qu'il y a de référence, parce qu'actuellement, on est avec un système de référence. Donc, on sait qu'on a moins d'animaux primés que ce qui est potentiellement primable.
Seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on fait quoi? On prend l'enveloppe actuelle, on la divise par le nombre d'animaux primés, et enfin en tout cas primables, qui peuvent avoir les aides, qui sont dans les références, et on détermine le montant. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va bloquer les montants. On bloque les montants sur toute la période. Donc on ne pourra jamais aller au-delà. Et en fonction du nombre d'animaux qui vont bénéficier de l'aide, on anticipe une réduction du cheptel qui va dégager du budget. Et donc le budget excédentaire qui va être dégagé par cette réduction inévitable du cheptel, ou du moins qu'on pourrait considérer comme inévitable parce que c'est ce qu'on constate les dernières années, mais à voir si ça sera maintenu. Mais donc ces excédents de budget, il a été convenu qu'ils seraient réalloués aux écorégimes. Pour autant qu'il y ait du besoin, évidemment, parce que remettre du budget sur les écorégimes, s'il n'y a pas de demande, ça ne servira à rien, mais pour autant qu'il y ait du besoin, ceux qui ne seraient pas consommés dans les aides couplées iraient aux écorégimes avec priorité à l'écorégime maillage écologique, s'ensuit l'écorégime prairie permanente, et puis le reste sera réparti en fonction des besoins. Au niveau du soutien couplé, vous l'avez déjà, même si je suis passée assez vite, vu dans le tableau, donc on reste avec les 4 soutiens couplés tels qu'on les connaît maintenant, les vaches viandeuses, les mixtes, les laitières et les ovins, et je viendrai sur la nouveauté. Au niveau des viandeuses, je vous ai mis la situation actuelle. Ce qui est surtout intéressant de voir, c'est vers où on va pour le futur. Le budget, 18%, c'est un petit peu moins que le budget qu'on alloue actuellement, puisqu'actuellement c'est 18,8% du budget qu'on alloue à ces aides couplées. Donc ici on a un petit peu moins, mais ça reste quand même un pourcentage quand même non négligeable. Ce qui va fortement changer, c'est qu'on va supprimer les références, donc terminer les quotas, ou ce qu'on appelait encore quotas, mais qui sont les références individuelles. Dorénavant, un animal admissible, c'est un animal qui répondra à toute une série de conditions. Point barre. Plus besoin d'avoir un nombre de références déterminé. Voilà. Dès le moment où l'animal répond aux conditions, il sera admissible, il bénéficiera de l'aide. Pour être admissible, il faudra que ce soit une femelle, on est sur une vache évidemment, donc de type viandeux, âgée entre 18 et 120 mois, donc vous voyez que les 84 mois passent à 120 mois. Avoir une obligation de détenir qu'un tiers des veaux soit détenu pendant au moins 3 mois consécutifs, avant c'était un quart. Il faudra avoir aussi un minimum de 75% de vélage, là où avant c'était au moins 50% de vélage. Et ce qui change considérablement, c'est le plafond par unité de travail, qui actuellement est à 250 vaches primables et qui va passer à 145 animaux primables par agriculteur. Donc là aussi, on est par agriculteur au sens unité de travail normalement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la nouveauté, c'est qu'on va bloquer le montant unitaire. Il va être bloqué à 178 €. C'est un maximum. Attention, ça veut dire que s'il y a plus d'animaux que ce que le budget ne permet de payer, évidemment, le montant de la prime sera revu à la baisse. Maintenant, s'il y a moins d'animaux, on donnera 178 par vache et le solde, l'excédent, ira dans les écorégimes. Au niveau des vaches mixtes, c'est le même principe, on supprime les références. Les animaux admissibles, on reste évidemment avec des vaches de type mixte. Ici aussi, on garde moitié des veaux, donc 50% des veaux doivent être détenus pendant au moins 3 mois. 100% de vélage, donc ça reste, c'était déjà une aide au vélage. Et le plafond maximum reste à 100 vaches mixtes par exploitation. Donc on reste, par agriculteur, pardon. On reste avec les mêmes conditions. La seule chose qui change, c'est la référence individuelle. Ici aussi, un montant maximum fixe à 150 €. Même principe, s'il y a trop d'animaux, le montant sera revu à la baisse. S'il y a moins d'animaux que ce que le budget normalement aurait pu permettre de financer, on donnera 150 € et l'excédent ira aux écorégimes. Les vaches laitières, c'est répète et répète, c'est la même chose. On ne change aucune condition sauf la suppression des références. Donc le reste, au moins 10% des veaux détenus pendant au moins 3 mois, 100% de vélage, ça reste. Évidemment des femelles de type laitier. Là par contre, modification du plafond, puisqu'au lieu d'avoir comme actuellement 100 vaches admissibles, 100 vaches maximales par agriculteur, on va être avec 50 animaux maximum par agriculteur. Donc on réduit par 2 le nombre d'animaux qu'un agriculteur peut aller chercher, en tout cas sur lesquels l'agriculteur peut aller chercher des aides. Même principe, on fixe le montant à 25 € par animal. Pour les brebis, donc les ovins,
Même chose aussi, suppression des références individuelles. On reste avec des brebis qui ont, qui ont plus de 6 mois. Pardon. A priori, on resterait avec les mêmes plafonds, planchers, plafonds que maintenant, c'est-à-dire au moins 30 et maximum 400 brebis par unité de travail, mais on n'a pas d'infos. Donc il n'y a pas eu d'informations qui ont été communiquées, donc on ne sait pas vous dire si c'est... je ne sais actuellement pas vous dire en tout cas si c'est bien comme ça. Mais voilà, à partir du moment où il y aurait eu un changement, on nous l'aurait communiqué, donc on part du principe que pas de changement égale ça ne change pas. En tout cas, pas d'information égale ça ne change pas plutôt. Le montant maximum unitaire, même principe ici, on fixe un montant max, 24 € par animal, ça ne pourra pas aller au-delà normalement. S'il y a trop d'animaux, on donnera un peu moins. S'il y a trop de budget, l'excédent ira aux éco-régimes, je pense que je l'ai dit assez souvent. Et la nouveauté, c'est une aide couplée pour les protéagineux. Ça, c'est tout nouveau, c'est quelque chose qui actuellement n'existe pas. Donc, il y a 8,5 millions qui est réservé pour la prochaine PAC pour cette aide couplée aux protéagineux, qui va servir à aider les pois protéagineux, qu'ils soient d'hiver ou de printemps, et les fèves, févroles, qu'ils soient d'hiver ou de printemps, ainsi que le lupin. Il y a aussi la question du soja. Il n'a pas été cité, mais il n'est pas impossible qu'il rentre dedans. Et il y a peut-être d'autres cultures, mais en fait, le soja, ce n'est pas impossible qu'il rentre dedans. Il en était question. Il n'y aura aucune contrainte environnementale. Donc, on est vraiment sur... Voilà, on veut stimuler la production de protéagineux. On est bien sur des cultures pures ici, pas sur les mélanges. Les mélanges, vous le verrez, c'est dans les éco-régimes, j'y reviendrai. Et on est sur une aide de 300 € à l'hectare. J'en arrive aux éco-régimes. Alors, les éco-régimes, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà un petit peu expliqué ce que c'est, mais voilà, globalement, les éco-régimes, c'est un nouveau dispositif qui était obligatoire pour les États membres. Donc, qu'on le veuille ou non, les États membres étaient obligés de mettre en œuvre le dispositif des éco-régimes dans leur plan stratégique. Même si ça ne les intéressait pas, il n'y avait pas le choix. Obligation d'allouer au moins 25% du budget, ça je l'ai déjà dit. Alors c'est obligatoire pour l'État membre, mais par contre c'est volontaire pour l'agriculteur. L'agriculteur a le choix d'adhérer ou pas aux éco-régimes. C'est des engagements qui sont en faveur du climat, de l'environnement, qui vont au-delà de la conditionnalité, qui sont différents des aides du deuxième pilier, que ce soit les aides bio, les aides MAE, qui se basent sur une liste de pratiques. Donc c'est l'État membre, en l'occurrence ici c'est la Wallonie qui va dire voilà, moi je détermine quel éco-régime je vais mettre en œuvre, et donc le choix de l'agriculteur sera les éco-régimes proposés dans le plan stratégique. Et ce sont des aides qui visent à compenser des coûts supplémentaires ou des pertes de revenus, mais qui pourraient éventuellement aussi avoir un caractère incitatif, donc avoir un petit bonus. Et ce sont des aides qui peuvent être payées soit à l'hectare, soit à la tête de bétail, mais vous allez le voir, il n'y a aucun éco-régime qui a été proposé à la tête de bétail. On est resté sur une aide à l'hectare. Premier éco-régime, c'est pas compliqué, il y en a 5. Prairies, maillage écologique, culture favorable à l'environnement, réduction d'intrants et couverture hivernale des sols. Je les ai mélangés exprès, mais c'est pas grave, comme ça vous me suivez. Aide à la prairie permanente conditionnée à la charge. Objectif, c'est maintenir les prairies permanentes, soutenir, promouvoir l'élevage extensif, lié à la charge, et valoriser la contribution des éleveurs qui ont une charge en bétail moins élevée. Alors, on va travailler avec des charges par UGB. Donc, je ne vous ai pas mis le tableau, mais il y a un tableau spécifique qui permet de calculer les UGB. Et on va travailler avec une aide sur 2 niveaux. Premier palier, c'est une aide de base pour toutes les prairies permanentes, pour autant qu'il y ait un minimum de 0,6 UGB par hectare de surface fourragère. Donc on aide la prairie, mais on calcule la charge sur l'ensemble des surfaces fourragères, c'est-à-dire les prairies plus les autres surfaces fourragères, qui sont les mêmes que celles qu'on reprend pour le calcul de l'aide bio. Donc le maïs et puis tout ce qui est production fourragère. Okay, 0,6 UGB, c'est le minimum qui est imposé. Celui qui serait en dessous de 0,6, il aura les aides sur les prairies, en tout cas sur les hectares nécessaires pour atteindre ce 0,6. C'est exactement le même calcul que la MAE actuelle, autonomie fourragère. Même principe, elle se calcule de la même manière. Donc, une aide de base qui a été communiquée à 44 € par hectare, on verra si ce chiffre restera. Donc, une aide de base à 44 €, et puis une aide additionnelle qui, là, est liée à la charge, avec une aide qui est d'autant plus importante que la charge en bétail de l'exploitation est moindre. Vous l'avez dans le tableau qui est juste à côté, vous le voyez, on est avec une charge, une dégressivité à partir de 3 UGB l'hectare jusqu'à 1,8 UGB l'hectare. En tout cas, 1,8, en tout cas, moins que 2.
Entre 2,8 et 3, on va aller chercher 21 € en plus. Donc 44, c'est le montant de base, on va chercher 21 € en plus. Celui qui est entre 2,6 et 2,8 UGB, il va chercher 31 €. Celui qui est entre 2,4 et 2,6 va chercher 41, etc. etc. Enfin, vous savez faire le calcul comme moi. Et celui qui est en dessous de 2 UGB hectares, en plus de ces 44 €, il ira chercher 71 €. Donc 44 plus 71. Et puis, il y aura encore la possibilité pour ceux qui sont en dessous de 1,8 UGB, soit en dessous de 1,8, soit en dessous de 1,4, d'activer la MAE autonomie fourragère, qui va être adaptée en termes de montant, mais qui pourra compléter cet éco-régime. Vous voyez, on est sur un éco-régime qui est au-delà de la conditionnalité et qui ici est complété par une MAE qui va encore plus loin puisqu'on descend encore en charge en bétail. Deuxième éco-régime, c'est la couverture du sol sur l'exploitation. Ici, l'objectif, c'est d'encourager une couverture du sol pendant une période donnée, et la période donnée, c'est entre le 1er janvier et le 15 février. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder sur l'ensemble de l'exploitation, on va regarder le ratio qui est couvert pendant cette période. Donc, 1er janvier, 15 février, on va regarder les surfaces qui sont couvertes. Une surface couverte, c'est quoi? C'est des prairies permanentes ou temporaires, c'est des cultures d'hiver, c'est couvert, ou ce sont des intercultures longues. Et donc, on va additionner toutes ces surfaces et on va les comparer à l'ensemble de l'exploitation. Si on atteint au moins 70% de couverture pendant cette période, eh bien, l'agriculteur pourra aller chercher 15 € l'hectare sur toute sa surface. Okay, donc, imaginons exploitation de 100 hectares, il y a 73% de son exploitation qui est couverte entre le 1er janvier et le 15 février, eh bien, il va aller chercher 15 € sur 100 hectares, pas sur 73, sur 100. Donc, il va aller chercher 1500 €. S'il atteint au moins 80% de superficie de son exploitation qui est couverte pendant cette période, il va aller chercher 30 € l'hectare. Et si c'est au moins 90% qui est couvert, il va aller chercher 45 € l'hectare. Il a été admis qu'on puisse déjà faire un premier travail superficiel du sol à partir du 15 janvier. Parce qu'il va falloir détruire ce couvert après le 15 février pour pouvoir implanter les cultures de printemps. Et donc, il faut pouvoir permettre ce premier travail du sol, mais un travail superficiel, donc il ne doit pas avoir pour conséquence de détruire la structure dans le sol. Attention par contre qu'il sera interdit de détruire ce couvert même après le 15 février avec des herbicides chimiques. Donc il faudra trouver des moyens pour que ce couvert soit détruit mécaniquement. Troisième éco-régime, ce sont les cultures favorables à l'environnement. Alors ici, on a fait quelque chose d'assez simple. On a repris ce qui existait dans la MAE, dans une MAE actuelle qui est la MB6. On a pris une partie de cette MB6 et on en a fait un éco-régime. Pourquoi? La MB6, qui s'appelait culture favorable à l'environnement, le fait de le mettre en MAE, c'est un engagement pluriannuel. Donc, c'est un engagement de 5 ans. Ce n'est pas toujours évident pour les agriculteurs de s'engager sur 5 ans sur une surface déterminée. Parce que d'une année sur l'autre, avec les rotations, parfois on ne sait pas répondre, on ne sait pas respecter son engagement ou c'est plus compliqué. Ici, l'avantage, c'est qu'on est sur une mesure annuelle, puisqu'un éco-régime, c'est annuel. Donc, une année, l'agriculteur met 10 hectares, l'année suivante, il en met 3. Il décide, si sa rotation fait en sorte qu'il ne sait pas mettre 10, il ne met pas les 10. Évidemment, il ne sera pas payé sur 10 puisqu'il n'a pas mis 10, mais il sera payé sur les hectares qu'il mettra réellement. L'année suivante, s'il veut en mettre plus, il en met plus. Donc, même principe que la MAE actuelle, avec 3 variantes différentes. Soit on est sur des légumineuses fourragères, soit on est sur des cultures moins intensives, donc principalement des cultures de printemps, soit on est sur des cultures en mélange, donc céréales légumineuses. 3 catégories, donc 3 variantes, et par contre avec une interdiction de produits phyto, sauf sur la deuxième variante, donc sur les cultures moins intensives, où on accepterait qu'on puisse utiliser des phytos, en tout cas des insecticides en enrobage, mais juste pendant 2 ans, en 23 et en 24. Après, il faudra faire 100. L'aide, par contre, elle sera de 300 € l'hectare, donc par hectare de culture dans une de ces 3 variantes. Quatrième éco-régime, c'est l'éco-régime maillage écologique. Alors, celui-là, c'est peut-être le plus compliqué à expliquer. C'est comme la conditionnalité, c'est comme la surface non productive, c'est pas évident à expliquer. Ici, l'idée, c'est d'encourager les agriculteurs à développer des zones qui sont favorables à la biodiversité. Et vous me voyez venir, favorable à la biodiversité, on va encourager à mettre encore plus en place des surfaces qui sont non productives ou dédiées à la biodiversité. Comment est-ce que ça va se faire? On va
regardez sur l'ensemble de l'exploitation de l'agriculteur toutes les surfaces qui rentrent dans ce qu'on appelle des surfaces favorables à la biodiversité. Que ce soit des jachères mellifères, des arbres, des haies, des bandes boisées, des mares, des bandes le long des cours d'eau, etc. Tout ça va être pris en compte, va être transformé en équivalent surface, notamment tout ce qui est arbres et haies. On va leur mettre des coefficients de pondération qui pourront varier, soit selon le type de couverture, donc l'intérêt pour la biodiversité de la couverture. Et là, le cas le plus facile, c'est la jachère. La jachère simple, pondération de 1. La jachère mellifère, avec un mélange spécifique favorable à la biodiversité, pondération de 2. Vous voyez, c'est pour vous donner un peu le pendant. Donc, on va transformer toutes ces surfaces en tous ces éléments en surface, en éléments surfaciques. On va leur donner des coefficients de pondération, en fonction du type de couvert, pondération en fonction de l'endroit où on va le mettre. Il y a des zones dans lesquelles il y a un enjeu plus intéressant de mettre en place ce type d'éléments pour la biodiversité. En fonction de ça, on va avoir ce qu'on appelle des hectares environnementaux. Alors, un hectare environnemental, ce n'est pas un hectare physique. Je vous ai donné l'exemple. Je sais que ce n'est pas le meilleur exemple, mais tant pis, c'est le plus parlant. 1 hectare de jachère physique, c'est 1 hectare environnemental de jachère. Si je prends le même hectare, mais avec une jachère mellifère, vu qu'elle a un coefficient de 2, eh bien 1 hectare, je pense que c'est 2 si mes souvenirs sont bons, mais enfin imaginons que c'est 2, 1 hectare de jachère mellifère vaudra 2 hectares environnementaux. Donc pour ma même jachère, pour mon même hectare parce que c'est une jachère mellifère, elle a plus de poids au niveau environnemental. Et c'est l'hectare environnemental qui sera payé. Et il sera payé à hauteur de 300 € l'hectare. Mais attention, il sera payé pour autant, évidemment, qu'on respecte bien la conditionnalité. Donc les 4% ou 3% minimum, selon les cas de la conditionnalité, devront être respectés et ceux-là ne seront pas payés. On ne payera que ce qui est au-delà de la conditionnalité. Là aussi, il y a un plafond maximum. 35% de l'exploitation peut être payé comme hectares environnementaux. Donc on ne pourra pas faire, je vais donner un exemple exprès exagéré, imaginons dans une exploitation, la moitié de l'exploitation, on la met en jachère, eh bien l'agriculteur ne recevra pas l'aide sur l'entièreté de ses jachères, il n'aura les aides que sur 35%, puisque c'est limité à 35% de son exploitation. Alors, j'ai parlé des arbres, des haies, etc. Première information importante, c'est que dans les futures mesures agro-environnementales, ne seront plus reprises la MB1, donc la MAE arbres et mares, etc., qui permettait de payer les éléments topographiques, parce que ceux-ci seront dorénavant payés via l'écorégime maillage écologique. Il faudra faire les calculs pour voir si l'un dans l'autre, on y gagne, ou du moins si on s'en sort, parce que ça, ce n'est pas encore sûr. Le dernier écorégime, lui, c'est le plus vide, parce que c'est un écorégime qui est apparu dans les négociations, et donc c'est un écorégime qui est à construire. Il s'appelle réduction d'intrants, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui concerne exactement. Comme on ne sait pas exactement quel type d'intrants sont visés. Est-ce que ce ne sont que les intrants phyto? Est-ce qu'on vise aussi les intrants type engrais? On ne sait pas. Donc il y a 30 millions qui est consacré pour cet écorégime-là, mais à l'heure actuelle, on n'a absolument aucune information sur son contenu. Voilà qui termine le premier pilier. On va maintenant essayer de se consacrer un petit peu au deuxième pilier, mais on ne va pas passer non plus trop de temps dessus, mais on va évoquer les principales mesures. Je vous rassure, je vais même parler de toutes, il n'y a aucun problème. Mais on va essayer de se focaliser sur celles qui vous concernent plus, vous, agriculteurs. Donc, on commence par peut-être le moins digeste, le tableau financier. Tableau financier qui reprend la liste de toutes les interventions qui sont possibles dans le deuxième pilier de la PAC, avec l'aide publique totale. Donc totale étant entendu qu'il y a la part européenne, ce qu'on appelle la part FEADER, et le cofinancement wallon. Donc vous le voyez, cofinancement, 30% de part européenne, 62,92 de part wallonne. C'est un petit peu moins que 63, mais on n'est pas loin. Quelques éléments intéressants, c'est le budget qui est alloué à l'agriculture biologique. On est avec une enveloppe de 140 millions d'euros sur 5 ans. Pour vous donner un petit comparatif, sur la période précédente, on avait programmé 100 millions d'euros pour 7 ans.
Donc vous voyez qu'il y a quand même un réel effort qui est fait à ce niveau-là, notamment parce qu'il y a des enjeux qui sont identifiés dans la DPR, dans la déclaration de politique régionale, qui sont en faveur d'une nette augmentation des surfaces dédiées au bio. On a quand même encore des budgets assez intéressants en mesure agro-environnementale, on est quasiment à 95 millions. On a encore des aides, si vous le voyez, 117, si vous voyez les plus gros montants, 117 millions presque pour les aides à l'investissement. Et puis, il y a toujours les aides jeunes, les aides aux régions défavorisées, aux zones soumises à contraintes naturelles ou spécifiques, puisqu'on ne peut plus dire zones défavorisées. Donc voilà les principales mesures. Et puis après, vous avez des plus petites mesures à la fin. On va en parcourir quelques-unes, presque toutes. La première, parce que c'est budgétairement la plus importante, c'est le soutien à l'agriculture biologique. Donc actuellement, les soutiens à l'agriculture biologique sont dans le deuxième pilier et il y a eu une grosse discussion pour savoir à l'avenir, est-ce qu'on les laisse dans le deuxième entièrement ou est-ce qu'on met une partie dans le premier en sachant que ça allait faire des glissements budgétaires et surtout des changements aussi au niveau des exploitations agricoles. La décision qui a été prise, c'est de maintenir ces aides à l'agriculture biologique dans le deuxième pilier. C'est ce qui explique aussi le cofinancement important, donc l'effort financier fait par la région wallonne pour atteindre un cofinancement suffisant. Évidemment, ce cofinancement et ce budget sont en corrélation directe avec les objectifs de la DPR, je l'ai déjà dit, qui visent quand même à atteindre 30% de surface dédiée au bio à l'horizon 2030. Donc, ce qui est quand même assez important et ce qui est même au-delà des objectifs de la stratégie Farm to Fork qui ambitionne 25% à l'horizon 2030. Donc 140 millions sur 5 ans, aide au maintien, aide à la conversion vont rester dans le deuxième pilier. Il est annoncé une majoration des aides de manière générale, donc les aides qui sont actuellement octroyées par catégorie, par groupe de cultures et qui sont dégressives en fonction des surfaces. Donc actuellement, prairies jusqu'à 60 hectares, c'est un montant. Au-delà de 60 hectares, le montant est un peu moindre. Les cultures, même principe. Et l'arboriculture, même chose, avec des tranches qui sont différentes, parce que c'est 0,3 hectares, 3, 14 et au-delà de 14. On resterait avec ces mêmes classifications en termes de surface. Par contre, normalement, on devrait créer un nouveau groupe culture pour scinder les prairies qui seront liées à une charge minimale en bétail, donc avec 0,6 UGB, et pour créer une rubrique spécifique pour tout ce qui est culture fourragère, de manière à remettre là-dedans le maïs notamment, mais aussi toutes les autres cultures fourragères, les parcours, et ça éviterait de lier à une charge en bétail. Mais on n'a actuellement pas plus d'informations, mais c'est ce qui était prévu normalement. Il est annoncé une majoration de plus ou moins 7% donc de ces différentes aides en fonction des différents groupes de cultures que je vous ai dit. Il est également prévu une majoration pour les exploitations ou non pour les surfaces qui seraient en zone vulnérable. Pourquoi cette majoration ? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la répartition des exploitations bio sur l'ensemble du territoire de la Wallonie, elle est beaucoup plus concentrée vers le sud. Or, on a un déficit en production, notamment culture. En culture, on a beaucoup d'élevage, on a beaucoup de prairies. Quasiment 75% des surfaces bio, ce sont des prairies. Et donc, on a un déséquilibre par rapport aux grandes cultures et on a un besoin pour l'alimentation animale notamment, pour les monogastriques, de développer les cultures, mais pas que, pour l'alimentation humaine également. On a des demandes, le consommateur est en demande de pain, de céréales, de farine, etc., biologiques. Donc il faut pouvoir répondre à cette demande. Pour pouvoir essayer d'inciter plus d'agriculteurs dans ces régions, plus de grandes cultures à passer en bio, il a été décidé de donner une majoration spécifique à la zone vulnérable, étant entendu que ces zones de culture étaient plus dans les zones vulnérables que hors zone vulnérable. Donc on est une majoration de plus de 7%, mais là non plus, on n'a pas les chiffres exacts, donc on ne saurait pas vous dire est-ce que c'est une moyenne, est-ce que c'est 7% pour tout le monde, on ne sait pas. Enfin, il y a un tout nouveau groupe qui est créé. Alors là, attention, c'est une aide très spécifique qui sera octroyée pour du maraîchage diversifié sur petite surface, évidemment bio. On est bien sur l'aide bio, donc il faudra être certifié bio. Et quand je dis que c'est spécifique, c'est une aide qui sera octroyée aux agriculteurs qui ont moins de 3 hectares. Donc il faut que l'exploitation fasse moins de 3 hectares. Il ne faut pas que l'exploitation ait moins de 3 hectares ou maximum 3 hectares en maraîchage diversifié. C'est vraiment ceux qui ont
moins de 3 hectares. Parce que celui qui a du maraîchage, plus des cultures, plus de l'élevage, lui, il va aller chercher l'aide maraîchage, semences, arboriculture. Et l'aide, ici, vous voyez, elle va être assez importante puisqu'on est sur 4 000 € hectare. L'objectif, c'est vraiment d'inciter tous ces petits maraîchers qui travaillent sur des petites surfaces avec énormément de cultures différentes, mais de passer à la certification bio, là où actuellement, les coûts de certification sont bien souvent un frein par rapport à la plus-value qu'ils y voient. Évidemment, je ne sais à l'heure actuelle pas en dire plus parce qu'on n'a pas les éléments en notre possession, mais voilà, on attend prochainement, on l'espère. Au niveau des mesures agro-environnementales, je l'ai déjà dit, qu'est-ce qui disparaît? L'actuel MB1, donc tout ce qui concerne donc, les arbres, les haies, donc les éléments topographiques, la mesure agro-environnementale concernant les arbres, les haies, les mares, les alignements d'arbres, etc., je l'ai dit, elle disparaît et elle va être intégrée dans l'écorégime maillage écologique. Celle qui disparaît aussi, c'est la MC3, qui concernait les prairies inondables. Alors, elle disparaît du panorama, mais en fait, elle va être intégrée dans la nouvelle MC 7-8, qui concernera les parcelles aménagées. Alors, je rappelle, MB, mesure de base, sans avis d'expert, n'importe qui peut les engager. MC, mesure ciblée, nécessité d'avoir un avis d'expert. Donc c'est ça que les prairies inondables vont rentrer dedans, puisque de toute façon, elles ne pouvaient être mises en œuvre que sur avis d'expert. Qu'est-ce qui va rester? Elles sont dans l'ordre, alors vous voyez, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, en tout cas numérique, on va dire, mais elles sont dans l'ordre tel qu'elles nous ont été présentées. Va rester la MB11, donc tout ce qui est race locale menacée. On reste avec les chevaux, les ovins et les équins. Donc, a priori, on ne change pas. La MC7 et la MC8 vont être fusionnées. Donc, ce qui était la parcelle aménagée, les bandes aménagées, maintenant on va parler de parcelles aménagées. Même les bandes vont être converties en surface pour devenir des parcelles. La MC4, les prairies à haute valeur biologique, et la MB2, prairies naturelles, vont être maintenues également. Les tournières en RB, MB5, qui vont pouvoir inclure le couvert végétal permanent. La MB6, céréales sur pied, je vous ai dit, la MB6, oui, mais tantôt je vous ai dit, on l'a vidée de sa substance puisqu'on l'a mis dans l'écorégime culture favorable à l'environnement. On l'a vidée de sa substance, oui, mais on a gardé une variante, c'est les céréales sur pied. Donc un agriculteur va pouvoir laisser une surface déterminée sur pied, de ces céréales sur pied, et il pourra aller chercher l'aide correspondante. Ce qui disparaît par contre, c'est la variante désherbage alternatif qui était accessible en maïs, betterave et chicorée. Cette variante-là, elle disparaît complètement. Peut-être qu'elle reviendra dans un écorégime, mais ça, on n'a pas l'information pour l'instant. La MB9, j'en ai déjà parlé, l'autonomie fourragère, c'est le supplément de l'écorégime prairie permanente liée à la charge. Donc là, c'est pour tous ceux qui sont en dessous de 1,8 ou en dessous de 1,4 UGB à l'hectare. On gardera le plan d'action agro-environnemental, donc la MB10. Par contre, la nouveauté, c'est une MAE sol, qui est une toute nouvelle mesure, qui est une mesure basée sur les résultats, qui va regarder quoi? Qui va, sur base d'une analyse en début d'engagement, on est bien sur une MAE, engagement de 5 ans, d'accord? Donc, en début d'engagement, l'agriculteur va faire des analyses de sol pour déterminer la teneur en carbone qu'on va ramener à la teneur en argile. Donc, on va faire un coefficient, on va regarder sur base du coefficient teneur en carbone sur l'argile. En fonction de là où il se situe, s'il est dans une situation défavorable, il n'aura rien. Si dans une situation intermédiaire, il aura un petit montant d'aide pendant 5 ans. S'il est dans une situation favorable, il aura un montant un peu plus intéressant. Ça, c'est sur base de l'analyse au temps zéro, première année. Après 5 ans, on refait les mêmes analyses et si l'agriculteur a progressé, donc s'il est passé de défavorable à transition, enfin intermédiaire, ou d'intermédiaire à favorable, eh bien il pourra aller chercher un supplément. Donc il aura un bonus de dernière année. Là aussi, en termes de montant, je ne sais pas vous dire ce qui finalement a été décidé. Ce qu'il a été par contre donné comme information, c'est qu'a priori, il n'y aurait pas de changement sur les mesures qui étaient déjà existantes en termes de contraintes, de conditions, mais par contre que les montants seraient majorés. Mais là non plus, pas d'information. Est-ce qu'on parle de quoi? De 10, de 20? Est-ce que c'est des pourcents? Est-ce que c'est des... Voilà, on ne sait pas. Les zones soumises à contraintes naturelles et spécifiques, elles sont maintenues et là, on ne change rien.
le système d'aide est exactement le même que celui qui est actuellement en place, c'est-à-dire 50 € sur les 20 premiers hectares et 30 € sur les hectares suivants jusqu'à 75 hectares. Donc là, c'est vraiment inchangé par rapport au dispositif actuel. J'attire juste votre attention sur le fait que les zones qui sont ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, non, il ne s'affiche pas bien. Non. Les zones qui sont en rouge sur le graphique sont les zones qui étaient avant en zone défavorisée et qui ne sont plus dans les nouvelles zones soumises à contraintes naturelles. Ces zones-là, elles bénéficient encore d'aide cette année-ci, mais à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus d'aide pour ces zones-là. Donc c'est vraiment les petites zones qui sont en bordure, là, en rouge rosé, là, sur le graphique. Les indemnités Natura 2000, on reste avec deux catégories, Natura 2000 pour les agriculteurs, Natura 2000 pour les forestiers. Pour les agriculteurs, deux types d'interventions différentes. Pour les prairies à contraintes fortes, avec des montants qui sont revus à la hausse, vous voyez, 460 € à l'hectare au lieu de 440. Et pour les bandes extensives le long des cours d'eau, avec là aussi une indemnité qui va monter, qui va passer de 1 000 € à 1 100 € l'hectare. La grosse question, c'est les prairies de liaison, qui disparaissent, ou du moins dont il n'est plus fait mention dans la communication faite par le gouvernement wallon. La grosse question, c'est que vont-elles devenir ? Est-ce qu'elles seront maintenues ou est-ce qu'elles vont être comptabilisées ailleurs ? Il y a de fortes chances, puisque la communication n'en parle pas, pour qu'elles ne permettent plus d'aller chercher l'indemnité Natura, mais qu'elles soient incluses dans l'écorégime maillage écologique. C'est-à-dire que ces prairies de liaison s'ajouteraient aux surfaces de l'écorégime maillage écologique qui pourrait permettre de donner droit à 300 € l'hectare, je rappelle. Maintenant, attention, qu'elles ne seront peut-être pas avec un coefficient de 1, elles seront peut-être avec un coefficient inférieur. Donc, 1 hectare de prairie de liaison pourrait très bien ne pas valoir totalement 1 hectare environnemental, si vous vous souvenez. Pour les forestiers, vous voyez, même principe, on est sur une augmentation aussi du montant puisqu'on passerait à 48 € au lieu de 40. J'ai fini avec les aides à la surface. Maintenant, on va parler plus des aides de structure, avec toute une série d'aides qui concernent l'investissement, mais d'abord les installations des jeunes. Aide à l'installation, un budget qui est prévu de 35 millions € pour 5 ans, ce qui correspond à une centaine d'exploitations annuellement. Ce n'est pas compliqué, on donne 70 000 € par an, on est à 100 exploitations annuelles. On est à nouveau ici, normalement, en tout cas, avec un soutien à la reprise ou à la création d'exploitations agricoles par un jeune étant entendu moins de 41 ans. Donc, même définition que pour le paiement jeune. Ça, c'était une volonté, d'avoir vraiment la même définition, qu'on soit jeune dans le premier pilier pour le paiement jeune ou qu'on soit jeune dans le deuxième pour l'aide à l'installation, on voulait que le jeune soit le même. Ça paraît un peu bête de le dire maintenant, mais je peux vous garantir qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on était super attentif à ça. On reste sur une aide forfaitaire de 70 000. Donc, c'est 70 000, c'est pas moins, pas plus, qui sera comme maintenant payée en tranches. On n'a pas actuellement l'information sur le nombre de tranches qui seront octroyées. La nouveauté, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle des installations progressives, c'est-à-dire de s'installer à titre complémentaire, donc de ne pas commencer directement à titre principal, mais de se donner comme objectif d'être à titre principal dans les 5 ans. C'est normalement, en tout cas c'est ce qui est prévu, et si tout va bien, croisons les doigts, que ça passe le cap de la Commission européenne, c'est vers ça qu'on devrait aller, donc de permettre ces installations progressives. Dans le même ordre d'idées, il est aussi prévu de supprimer les objectifs de développement. Ça a été catastrophique, l'imposition de ces objectifs dans la PAC actuelle. Ça n'a fait que pousser certaines exploitations à s'agrandir tant et plus, et au détriment même de la raison. Donc ici, on supprimerait les objectifs de développement. Maintenant, attention, il y aura quand même toujours une obligation. 1, d'être agriculteur à titre principal dans les 5 ans. 2, d'atteindre un revenu minimum de viabilité. Donc il faut quand même que l'exploitation soit viable. Donc on ne pourra pas donner des aides pour tout et n'importe quoi non plus. Et enfin, il y aura une prise en compte particulière des installations dans l'horticulture, notamment via les critères de sélection. Donc on va rester avec le même principe que maintenant, des critères de sélection, des budgets qui sont alloués par trimestre, et en fonction des trimestres, s'il y a plus de demandes que ce qu'il y a de budget, il y aura sélection et les meilleurs dossiers passeront. On devrait aussi rester avec
des aides qui devront être demandées dans les 2 ans de l'installation. Donc on s'installe et on a 2 ans pour introduire sa demande d'aide, en sachant qu'on a cette possibilité. On devrait avoir cette possibilité de s'installer à titre complémentaire et de passer à titre principal dans les 5 ans. Je dis bien devrait, j'attire l'attention, il faut que ça passe le cap de la Commission européenne. Donc même si c'est ce que nous on veut, même si c'est motivé, il faudra que ça passe le cap de la Commission. Au niveau des aides à l'investissement, au niveau des aides à l'investissement, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les investissements productifs. C'est les investissements qu'on a dans les exploitations agricoles. On a après tout ce qui concerne la transformation et la commercialisation, on a ce qui concerne la diversification et puis on a ce qui concerne les investissements non productifs. J'y reviendrai. Investissement productif, vous voyez qu'on a quand même 117 millions d'euros qui va être consacré à ça pour les 5 prochaines années. La grosse nouveauté, c'est qu'on va travailler avec ce qu'on appelle des coûts simplifiés. Coûts simplifiés, c'est quoi ? C'est pas un montant maximal par investissement, c'est un montant défini par investissement. C'est-à-dire que, alors qu'aujourd'hui, on dit, ben voilà, tel investissement, et je vais prendre le tracteur parce que c'est tellement facile le tracteur. Un tracteur actuellement, c'est admissible, donc il reçoit une aide pour autant qu'il ne fasse pas plus que, je ne connais plus le montant par cœur, mais imaginons 50 000 euros. Donc on dit, voilà, il a de l'aide, non, je vais prendre autre chose, 100 000, allez, prenons 100 000. S'il coûte plus cher que 100 000, l'aide est calculée sur 100 000. S'il coûte moins cher que 100 000, l'aide est calculée sur le montant réel. Ça, c'est le dispositif actuel. Dans le dispositif futur, on va dire, le tracteur, il a l'aide sur 75 000 euros. Et que mon tracteur, il me coûte 50 ou 200 000, il aura l'aide sur 75 000 euros. Donc le pourcentage d'aide qui sera calculé, il sera payé sur 75 000 euros. C'est ce qu'on appelle le coût simplifié ou le montant forfaitaire. On va définir par catégorie de matériel un montant forfaitaire sur lequel on va calculer l'aide. L'aide sera calculée un peu comme maintenant. On va partir avec un taux de base, 10% pour les personnes physiques ou les groupements de personnes physiques ou les sociétés avec des agriculteurs, 20% pour les coopératives, donc CUMA, donc 10, 20. Et puis on va ajouter des majorations. Les majorations qui seront soit liées à l'investissement, soit liées à l'exploitation. Liées à l'investissement, si c'est un investissement qui participe à l'architecture verte, si c'est un investissement bio, etc. À l'exploitation, s'il y a un jeune, si c'est en zone soumise à contrainte naturelle, si c'est une exploitation familiale, vous vous souvenez, les moins de 60 hectares par unité de travail, si c'est une exploitation qui a au moins 5 codes culture différentes, etc., etc. On devrait rester avec des critères sensiblement similaires et donc avec des majorations qui soient assez calquées dessus. Maintenant, les pourcentages des majorations risquent d'être différents. Ça, à l'heure actuelle, on n'a pas l'information. Par contre, on va rester avec un plafond général à 40% du coût simplifié, donc du montant forfaitaire. 40% maximum, on ne pourra pas donner plus que 40%. Je reprends mon tracteur. Si demain on dit le coût simplifié de mon tracteur c'est 75 000 et que j'ai droit à 40%, eh bien j'aurai 40% de 75 000, donc j'aurai 30 000 euros d'aide. Ici aussi, on va travailler avec des sélections, donc par trimestre, donc avec des critères de sélection qui devront prendre en considération les jeunes, le bio, la diversification, etc., etc. Un peu le même principe que maintenant. Au niveau des aides à la transformation, voilà, on va travailler comme pour les aides à l'investissement productif, on va travailler ici aussi avec des coûts simplifiés. On va travailler aussi avec des taux de base auxquels on rajoute des majorations, avec des pourcentages maximum, avec des critères de sélection. Donc, en gros, on ne va pas changer grand-chose par rapport à ce qu'on fait maintenant, si ce n'est qu'au lieu de parler de montant maximum admissible, on parlera de montant forfaitaire. Donc, chaque investissement se verra attribuer un coût forfaitaire et c'est sur cette base-là, c'est sur ce coût-là que l'aide sera calculée. Les investissements non productifs, alors ici, quand on dit non productifs, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on va ici viser des investissements qui sont favorables, en tout cas qui permettent de lutter contre l'érosion des sols. On les a ciblés sur ceux-là, mais on est en général sur des investissements qui, par définition, ne rapportent pas. Donc ça ne permet pas de produire plus, ça permet de préserver de l'environnement ou de faire des choses en faveur de l'environnement. Ici aussi, il va y avoir une liste d'investissements admissibles avec là aussi ce qu'on appelle des coûts simplifiés, donc des prix déterminés. Par contre, ce qui change ici, c'est qu'on est sur une intervention de 100%. Donc c'est l'ensemble du coût qui sera pris en charge par l'aide.
Maintenant, on peut être avec des fascines, avec des zones de rétention, avec... voilà, il y a toute une série d'investissements qui ont été définis. Pas plus, par contre, et le plafond global, ici, c'est 30 000 € par bénéficiaire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les aides à l'investissement productif, on resterait avec cette enveloppe maximale de 200 000 € par exploitation, donc par bénéficiaire, sur la période de programmation, comme c'est le cas maintenant. Donc, on ne change pas grand-chose. Petite nouveauté également, et on reste encore avec un soutien qui peut concerner les agriculteurs, c'est tout ce qui concerne la coopération pour l'innovation. Ici, l'idée, c'est de soutenir des nouvelles formes de coopération entre des organismes de recherche, des centres techniques et des acteurs de la production de produits agricoles, donc des agriculteurs, alors agricoles et sylvicoles. L'idée, c'est vraiment de réunir ces personnes-là autour d'un projet commun dans ce qu'on appelle un groupe opérationnel et de financer, au travers de cette coopération à l'innovation, de financer toute une série d'actions, que ce soit des travaux de recherche, pour aider ce groupe opérationnel à atteindre son objectif sur le projet déterminé. Cette action s'insère dans le partenariat européen d'innovation, qui est quand même quelque chose qui est... et l'innovation, vous l'aviez vu tout au début dans les objectifs, c'est un objectif transversal au niveau européen. Donc voilà, on se devait de mettre en œuvre une action. Maintenant, on est avec un budget qui n'est pas excessif, 2 251 000 sur 5 ans. Voilà, ça ne fait pas énormément. Les dernières mesures concernent les secteurs autres que les agriculteurs, puisqu'on a 2 mesures pour les forestiers, des investissements dans les exploitations forestières et travaux forestiers. Donc c'est le même principe. C'est déjà des aides qui existent maintenant. Là, on vise les exploitations forestières, en tout cas la transformation du bois. Les investissements non productifs, là aussi en matière d'adaptation au changement climatique, c'est le même principe que pour les investissements non productifs des agriculteurs, sauf qu'ici on vise plus les changements climatiques alors que les agriculteurs on était sur l'érosion des sols. Donc le même principe que pour nous. On n'est pas sur des gros budgets, vous voyez, 5 millions ici pour les exploitations, pour les travaux forestiers, 1 million pour les investissements non productifs. Les infrastructures de santé en milieu rural, c'est une mesure qui existe déjà dans le deuxième pilier actuellement, qui est perpétuée dans ce plan stratégique. Encore une fois, pas un énorme budget. Je rappelle, le deuxième pilier de la PAC, c'est le développement rural. Et le développement rural, un des objectifs, c'est aussi de redynamiser le tissu rural, le tissu rural. Et une manière de redynamiser les zones rurales, c'est entre autres d'offrir des services. Et dans les services aux populations rurales, il y a notamment les soins de santé. Et enfin, le dernier, après j'aurai fini, c'est une obligation européenne, c'est ce qu'on appelle LEADER. Donc LEADER, c'est toutes les initiatives locales, c'est des partenariats publics-privés dans des groupes locaux, des groupes d'action locales qui sont initiés à l'échelle de plusieurs communes, donc c'est vraiment transcommunal, il faut plusieurs communes se mettre ensemble pour développer un projet sur le territoire avec des partenaires, des associations du territoire et qui développent des projets en lien avec la ruralité du territoire, en lien avec les besoins du territoire. On a toute une série de projets qui peuvent à la fois concerner l'agriculture, mais aussi le circuit court, la mobilité, tout ce qui est intergénérationnel, en incluant les personnes âgées et les jeunes. Voilà. Il y a toute une série d'initiatives. Là, quand je dis qu'on n'a pas le choix, c'est que réglementairement, 5% du budget de la PAC doit être alloué aux actions leaders. Et donc, vous voyez, il y a un budget de quasiment 27 millions qui représente 5,02%. Donc, on est vraiment à la limite. Qui est réservé pour ces groupes d'action locales qui vont qui vont devoir être renouvelés. Donc, il va y avoir un nouvel appel à projet avec des nouveaux GAL qui vont être mis en place, nouveaux GAL ou les mêmes qui vont être perpétués. Voilà, j'ai fini. J'ai fait le tour, je pense, de l'ensemble de ce que j'avais à vous dire. Donc, maintenant, voilà, je pense qu'il y a des questions qui ont été posées et je suis à votre écoute. J'espère en tout cas que j'ai été assez claire. Je vous laisse mes coordonnées si jamais vous avez des questions, mais ne m'assaillez pas demain parce que je ne saurais peut-être pas répondre. On va déjà essayer de répondre maintenant. Voilà, bonjour à tous. On va passer donc à la séance de questions-réponses. On a eu pas mal de questions qui ont été posées ou de remarques ou de demandes de précision. Et donc j'ai essayé de les synthétiser et j'espère qu'on pourra aborder un maximum de points. Alors,
On a eu une première remarque par rapport au BCAE 8. Donc, beaucoup de remarques par rapport aux éléments qui ne seraient pas productifs et au pourcentage minimum qui devrait être atteint et qu'est-ce qui peut rentrer aussi dans les classes, à savoir est-ce que les bois, les haies, c'est peut-être fort précis, mais... Oui, mais donc c'est l'idée, hein. C'est effectivement tout ce qui est arbres et mares, les bandes enherbées le long des cours d'eau. Il y a des questions aussi sur certaines parties non fauchées des unités de gestion Natura 2000, puisqu'il y a parfois des obligations de garder des bancs de refuge. Est-ce que ces bancs de refuge pourraient rentrer dedans? A priori, l'idée serait de les mettre dedans aussi. Les jachères, j'en ai déjà parlé. Voilà. Actuellement, on n'a pas la liste définitive de ce qui rentrerait dedans, mais oui, tout ce qui est éléments topographiques, ce qu'on appelle éléments topographiques, c'est des arbres, des haies, des mares, des alignements d'arbres. Alors, pas le bois du voisin, hein, donc c'est ça qu'il faudra être prudent, hein, ça ne rentrera pas. Mais donc voilà, l'idée c'est d'essayer le plus exhaustif possible pour faire... Attention, j'insiste, ce sont des éléments qui sont dans les terres arables, hein. Donc les arbres et les haies qui sont en prairie ne pourraient pas rentrer dedans. Eux, ils seraient d'office dans l'écorégime maillage écologique. Et pour les surfaces en Natura 2000, on nous demande est-ce qu'on peut les prendre en compte dans les 4% minimum d'éléments non productifs? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que ça sera repris dedans à 100% ou avec un prorata? Ça, on ne sait pas encore. On n'a pas assez de précision pour ça. C'est l'idée, hein. C'était la demande en tout cas. Nous, on a demandé d'essayer de faire rentrer un maximum de choses. Donc la demande, elle est bel et bien là, mais on n'a pas le détail de ce qui est finalement rentré dedans ou pas. Mais je comprends que ça soit une inquiétude à ce niveau-là. Et on nous parlait aussi de culture bioénergétique. Est-ce que ça pourrait rentrer dans des éléments considérés comme non productifs? Miscanthus, ce genre de choses, oui. par exemple, quoi. Même réponse, malheureusement, on n'a pas la liste définitive. J'insiste juste sur le fait que si ça doit être non productif. Donc, le souci, c'est que si c'est pour faire une culture énergétique, c'est productif. C'est pour produire de l'énergie. Donc, voilà. Est-ce qu'un taillis à courte rotation rentrera dedans? Point d'interrogation, j'en sais rien. Ça a un intérêt pour la biodiversité, mais est-ce que pour autant, ce n'est pas productif dès le moment où on va en faire de la chaleur ou de l'énergie? C'est la question. Je ne saurais pas. On n'a pas les éléments pour l'instant. Alors, on a aussi parlé des écorégimes, notamment du premier abordé, qui est le maintien des prairies permanentes. Et je pense que c'est dans celui-là qu'on parlait du calcul des UGB. Oui. Et donc, on a des questions qui sont revenues, notamment lorsqu'on a une vente d'herbe qui est réalisée. Est-ce que les UGB sont comptés pour l'exploitant propriétaire de la prairie, je veux dire au niveau du subside qui est donné, ou est-ce qu'ils rentrent en compte pour l'exploitant qui réellement met le bétail en pâture? C'est une très bonne question et ça faisait partie de nos revendications, hein. Donc, l'aide ne sera payée que sur les hectares de prairies qui sont déclarés par les agriculteurs. Ça, c'est un fait certain. La question, c'est qu'est-ce qui sera pris en compte pour calculer la charge? Parce que c'est là qu'on peut jouer. On ne va pas pouvoir payer à un agriculteur une aide sur une prairie qu'il n'a pas déclarée à sa PAC, mais pour lequel il a un contrat de pâturage avec un autre. C'est l'autre qui l'a. Par contre, alors, s'il le veut, il faut qu'il fasse un contrat et qu'il le déclare à la PAC, hein. Voilà, ça c'est un choix. Par contre, ce qu'on avait demandé, et ça je ne sais pas si ça a été pris en compte ou pas, c'est que ceux qui font justement des contrats de pâturage, vu que ces contrats de pâturage sont quand même renseignés, l'administration fait un calcul de taux de liaison au sol sur base de ces éléments-là, donc ils sont renseignés, l'administration en a connaissance, c'est qu'ils soient intégrés dans le calcul de la charge, c'est-à-dire qu'ils soient pris en compte dans l'ensemble des superficies fourragères pour le calcul de la charge en bétail. Et là, on l'avait demandé, mais on n'a pas l'information. Est-ce que oui ou non ça a été pris en compte ou pas? D'accord. Et alors, en complément de question par rapport aux écorégimes, est-ce que les bandes fleuries et parcelles aménagées sont cumulables avec les écorégimes? La majorité des MAE sont cumulables avec les écorégimes. En tout cas, c'était l'idée. Maintenant, il faudra voir... alors ces deux-là, c'est particulier, hein, parce qu'on est sur l'écorégime maillage écologique, donc il y a un avantage biodiversité, et la parcelle aménagée, si c'est une bande fleurie, on est aussi sur un aspect biodiversité. C'est une bonne question, et on n'a pas ce niveau de détail.
La majorité des écorégimes sont cumulables, non, tous les écorégimes sont annoncés comme étant cumulables avec les aides bio, mais les complémentarités entre les écorégimes et les MAE, ou entre les MAE et les aides bio, parce qu'il y en a certaines qui déjà actuellement ne sont pas cumulables entre MAE et aides bio, on n'a pas encore ce niveau de détail-là actuellement. Mais je comprends la question, c'est tout à fait légitime. Alors on nous demande aussi par rapport à la conditionnalité, et dans ce cadre-là, c'est la pratique du labour, justement. À partir de quelle date peut-on détruire les couverts? Donc répétez. 15 février. Voilà, c'est ça. Donc c'est à partir du 15 février, on peut le détruire complètement, donc labourer si on veut, enfin en tout cas détruire y compris la structure dans le sol. À partir du 15 janvier, on peut faire une destruction superficielle. Donc c'est type girobroyeur, rouleau, enfin voilà, on peut, voilà, il gèle, on passe au girobroyeur, ça casse déjà les structures aériennes, après ça pourrit, ça se décompose et on n'a plus qu'à labourer et tout est, voilà, on est tranquille. C'est l'idée, c'est l'idée. D'accord. Ici, on revient sur les aides à l'investissement. On nous demande si les critères d'admissibilité seront les mêmes qu'actuellement, à savoir un revenu minimum de 10 000, un revenu maximum compris à 50 000. Non. Normalement, non. Alors, je peux pas, j'ai pas la réponse à 100% sûre, mais ce qui était prévu, c'était que non, c'est qu'on ne travaille plus avec un calcul de viabilité comme maintenant qui serait basé sur la compta de gestion, parce que l'objectif, c'est quand même de simplifier le système. Et donc, ce qu'il était normalement prévu, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les productions brutes standards. L'administration ayant connaissance pour chaque agriculteur de ses surfaces et de ses emblavements, puisqu'on fait une déclaration de superficie, ayant connaissance des animaux qu'il a en sa possession de manière annuelle, l'administration s'en sert pour le calcul du LS, pour les aides couplées, etc. Donc c'est une info qu'ils ont. L'idée, c'était de dire, chaque année, à un temps déterminé, l'administration calcule pour chaque agriculteur sa PBS, donc sa production brute standard sur son exploitation en fonction des données en sa possession. Et on était parti sur ce calcul-là, ce montant-là allait servir de dire, ben voilà, celui qui est en dessous de ce montant-là, il est admissible, celui qui est au-dessus, il n'est pas admissible. En partant de l'idée aussi que c'est un montant qu'on ramenait à l'unité de travail, donc à l'unité de travail au sens, à l'actif au niveau du SIGEC, c'est-à-dire l'indépendant ou le conjoint aidant cotitulaire. Un aidant, donc papa, fils qui est aidant, c'est une unité de travail parce que le papa, il est considéré comme tout seul. Par contre, père et fils en association avec deux indépendants, c'est 2 personnes. Père, fils et la maman qui est conjointe aidante cotitulaire, ça fait 3 unités. Et donc, on pourrait démultiplier ce plafond par unité. Et donc, on ne travaillerait plus par revenu comme maintenant, moins de 50 000, mais on travaillerait par PBS maximal. Et dans le cadre... Mais au conditionnel. Oui. Dans le cadre de l'introduction des dossiers, est-ce que l'obligation de passer par un consultant serait d'actualité? Je rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'a d'obligation de passer par un consultant que pour les aides à l'installation. Ce n'est absolument pas obligatoire pour les aides à l'investissement. Donc déjà maintenant, il n'y a pas d'obligation. Pour les aides à l'investissement, ça resterait, parce que l'idée qui est poursuivie, c'est l'agriculteur doit avoir facile à introduire son dossier. Si vous vous souvenez, quand j'avais fait la conférence l'année dernière, il y avait, je vous avais expliqué les prémices des discussions. C'était vraiment l'agriculteur sur le portail de la Wallonie avec sa carte d'identité, 3 clics de souris, c'était caricatural, mais 3 clics de souris avec toutes les données qui sont connues à gauche et à droite par l'administration. Il rentre dans les conditions, il peut introduire son dossier. Donc, on était parti dans une logique, on fait très simple pour faciliter l'introduction des dossiers. Ça, c'est pour les investissements. Pour les installations, c'est quand même un poil plus compliqué parce qu'on a quand même cette notion maintenant de progressivité de l'installation, de démarrer à titre complémentaire et d'atteindre ce titre principal. Cette obligation quand même d'avoir un minimum de viabilité à terme. Donc, voilà. L'administration voudrait bien ne plus rendre l'appel au consultant obligatoire. Donc, on s'oriente normalement vers un consultant volontaire. Maintenant, voilà, chacun sera libre de faire appel ou pas au consultant. Alors, on a encore quelques réactions par rapport, dans les écorégimes, aux dates de labour. Oui, on repasse de l'autre côté. On revient en arrière. Ici, c'est une précision. Donc, après le 15 février, est-ce que
une destruction chimique est possible. Non. Non, on en a parlé. Non. Alors, tel que ça a été communiqué, ce n'était pas très très clair, mais il semblerait que ce soit... Voilà, pas de destruction chimique, ni à partir du 15 janvier, ni après le 15 février. Donc il faudra le détruire, mais voilà, il faudra encourager la destruction superficielle à partir du 15 janvier pour encourager la destruction, la décomposition de la plante, du couvert avant le travail du sol. Et on nous demande ici si un labour peut avoir lieu avant le 15 février, Non. sous peine de ne pas prendre les éco-régimes. Ah oui. Et ça, évidemment. Mais ça va être un calcul à faire. Hein. On est, je rappelle, sur une aide qui est entre 15 et 45 euros l'hectare. Et donc, effectivement, l'agriculteur qui est déjà avec un minimum de surface couverte, parce qu'il a suffisamment de prairies, parce qu'il a des cultures de printemps, celui-là, quelques hectares supplémentaires, voilà, ce n'est pas un problème. Celui qui est bien en dessous et qui met que des intercultures longues pour atteindre au moins ce 70%, pour 15 euros l'hectare, est-ce qu'il va le faire ? Ça va être la grosse question. Alors, celui qui décide effectivement de labourer anticipativement, l'administration, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va regarder entre le 1er janvier et le 15 février les surfaces qui sont couvertes. S'il n'atteint pas au moins 70%, il n'aura pas l'aide. S'il atteint 70%, il aura 15, s'il atteint 80, il aura 30, s'il atteint 90, il aura 45. Maintenant, s'il espérait atteindre 90 pour aller chercher les 45, mais qu'il a dû labourer quelques hectares et qu'il est à 83, il aura quand même les 30. Mais là où il n'aura rien, c'est s'il était tout juste à quelques 70% et un peu plus, et qu'en labourant, il descend en dessous de 70. Là, il n'aura rien. Mais il perd 15 euros l'hectare. C'est pas non plus... Alors on nous pose la question, sans doute souvent posée, du statut d'agriculteur pensionné. Ah, le pensionné. Et de quid des aides qui pourraient être perçues pour le nouveau régime PAC 2023. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de décision qui exclut le pensionné. Donc, il y a des volontés, il y a des restrictions, il y a des contraintes européennes. Je l'ai dit, le règlement européen permet de fixer des critères, mais pour autant qu'ils ne soient pas discriminatoires. Donc, l'âge, c'est discriminatoire, on oublie. Je ne vous parle même pas du sexe. Hein. Voilà, ça c'est fait. Hein. Monsieur, madame, non, homme, femme, on oublie. Hein. L'âge, pas bien non plus. Le fait de bénéficier d'une pension de retraite, est-ce que ça l'est ou est-ce que ça ne l'est pas ? C'est la grosse question. Jusqu'à présent, la Commission a l'air de dire qu'on ne peut pas appliquer ce critère. Jusqu'à présent. La question qui va se poser, c'est est-ce que la Commission va rester dans cette ligne-là ? Est-ce qu'on va arriver à trouver pour faire flancher ? Est-ce qu'il y a une volonté politique ? Voilà, ça, telle qu'elle a été présentée, communiquée par le gouvernement lors de la conférence de presse, il y aurait une volonté d'exclure certaines personnes, notamment les sociétés de gestion, les pensionnés étaient cités, mais le ministre qui a présenté a bel et bien dit dans les limites de ce qui sera juridiquement possible de faire. En l'état actuel des choses, il y a quand même fort à parier que ce ne sera pas possible. En tout cas, voilà, jusqu'à présent, c'était plutôt considéré comme étant impossible à mettre en œuvre. Mais voilà, malheureusement, là non plus, je ne sais pas en dire plus, je ne sais pas dire. Et c'est ça qui est compliqué. Hein. J'ai beaucoup d'agriculteurs qui me téléphonent en me demandant je peux prendre ma pension cette année, qu'est-ce que je fais ? Je la prends, je ne la prends pas. C'est délicat. Mais je ne peux pas donner plus d'informations pour l'instant parce que je n'ai... Voilà. Et tant que notre plan stratégique, c'est malheureux à dire, mais tant que notre plan stratégique n'est pas envoyé à la Commission européenne, on n'a pas de position. D'abord, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on ne sait pas s'il y a une condition, s'il y a un critère qui concerne les pensionnés ou pas. On ne sait pas. De un. Et de deux, on n'a pas le retour de la Commission. Donc, on ne sait pas si ça passe la barrière de la Commission ou pas. Parce que sinon, la Commission va nous remballer avec ce critère et merci, au revoir, et retourner, et on oublie. Mais on ne sait pas. Pour l'instant, malheureusement, on ne sait pas. Et je sais que ça doit frustrer certaines personnes, ce que je suis en train de dire, mais je ne peux pas dire plus. Et donc, si on doit un peu planifier une ligne du temps, quels seraient les délais, les futures étapes ? 1er janvier 2023. Au niveau des avancées, je veux dire. Mais 1er janvier 2023. Arrivée de concret. Parce que là, ce sera l'officiel. Dépôt à la Commission, c'est ce qui est attendu, on l'espère maintenant, parce que ça commence à devenir urgent dans les prochains jours. Parce que là, il faut quand même avouer, on passe quand même un peu pour des...
on est les 2 derniers États membres à ne pas avoir déposé notre plan stratégique, il faut le savoir. Hein. Il y a la Bulgarie et la Belgique, ce qui est génial, Bulgarie. Et la Belgique avec ses 2 plans stratégiques. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que on n'est pas mieux, les Flamands ne sont pas mieux que nous. Sur ce coup-là, hein, on est à égalité. Pour une fois, ils ne sont pas devant nous, on n'est pas non plus derrière, donc ça va. Mais non, ça ne va pas. Parce qu'on s'est battu à la Commission pour avoir justement 2 plans stratégiques, parce qu'il y a une spécificité belge qu'on est des entités avec régionalisation, etc. Et puis, on est les derniers de la classe à présenter ça à la Commission. On est en train de se faire passer pour des branquignoles, enfin, pas loin. Donc, ce n'est pas sérieux. Donc, maintenant, il va falloir qu'on avance, qu'on dépose le plan stratégique à la Commission. Ce plan stratégique, il va être soumis aussi en parallèle à la consultation publique, il faut le savoir. Dès que ce plan stratégique est rentré à la Commission, les autres étapes qui vont, c'est une évaluation ex ante, donc une évaluation, on évalue avant que la mise en œuvre du plan, ce que ça pourrait donner la mise en œuvre du plan. Donc ça, elle est déjà entamée, mais bon, il faut la finaliser. Une évaluation des incidences, c'est obligatoire, et l'enquête publique. Donc tout ça va être soumis à l'enquête publique, donc à tous nos concitoyens qui vont pouvoir donner leur avis sur ce plan stratégique et sur ce qu'il va y avoir dedans. Donc à partir du moment où c'est à l'enquête publique, tout le monde va avoir accès et on va déjà aller pouvoir voir ce qui est dedans, au moins ce qui est dedans. Et donc quand ce sera l'enquête publique, on saura si ça a été proposé ou pas. Mais on ne saura pas pour autant si la Commission est d'accord ou pas d'accord. C'est quand elle enverra sa lettre avec ses remarques, et on s'attend, elle l'a annoncé, elle annonce des lettres de 30 à 50 pages. Il faut savoir que le dernier plan stratégique qu'on a déposé, c'était pour le PDR, donc c'était pour le Programme de développement rural 2014-2020. On a eu quelques 350 remarques dans cette lettre. Donc on s'attend à avoir, ici ça concerne 2 piliers, soyons fous, 500 remarques. Donc quand on aura ces remarques de la Commission s'est engagée à publier les lettres. Donc elle va publier la lettre de remarques. On saura comment la Commission se positionne par rapport à ce qui aura été mis dans notre plan stratégique. Et s'il y a quelque chose sur l'agriculteur actif et donc le pensionné, on saura comment la Commission se positionne. Et puis quand on aura répondu à ça, il faudra voir, hein, plus on a de questions, plus ça va prendre du temps. Hein, sachant que plus on tarde à le déposer à la Commission, plus la Commission va faire sa lettre plus tard. Elle a 3 mois pour la faire, mais si on attend le 1er avril plus 3 mois, ça fait 1er juillet. Hein. On est un peu dans la mouise si ça atterrit le 1er juillet à l'administration. Je dis ça, je dis rien. On sera en vacances. Peut-être qu'on sera en train de préparer Librabon, on n'en sait rien. On croise les doigts. Mais voilà. Donc, il ne faut pas trop traîner parce que tout ça, c'est un calendrier. Et puis, l'État membre, donc l'administration, va répondre et donner des éléments de réponse. Et puis, on va renvoyer à la Commission qui aura à nouveau encore 3 mois pour valider officiellement le plan stratégique. Donc, validation définitive, octobre, novembre, meilleur des cas. Meilleur des cas. Je ne vois pas comment on pourrait l'avoir plus tôt. Alors, on a une remarque par rapport au bio. Donc, on voit qu'il y a un objectif ambitieux pour 2030, d'atteindre 30%. Ça, c'est dans la DPR. Hein, ça. Voilà. Et alors, c'était une question qui sortait peut-être un peu plus du cadre, mais plutôt que de promouvoir la production ou la superficie en bio, est-ce que des investissements ou quelque chose a été fait pour plutôt agir au niveau du consommateur ou comment consommer localement en bio? C'est une excellente question. Et c'est principalement là-dessus qu'on... Donc, effectivement, malheureusement, les objectifs de la DPR, de la déclaration de politique régionale, sont exclusivement en termes de surface agricole. C'est bien dommage, parce que le bio, ce n'est pas que de la production, c'est de la construction de filières, c'est de la transformation, c'est de la valorisation, c'est de la commercialisation, c'est de la recherche. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plan stratégique pour le développement de l'agriculture biologique qui a été adopté l'année dernière, qui est la continuité du précédent plan stratégique et qui vise effectivement à mettre en œuvre toute une série d'actions sur la recherche au niveau de la promotion, donc via la PACWE, avec des actions spécifiques de promotion de l'agriculture biologique, donc à destination de l'agriculteur. Du consommateur, mais il y a aussi des actions qui sont ciblées plus sur le développement de filières, parce que ça, c'est indispensable, sur la transformation, parce qu'il y a des maillons qui manquent dans la transformation, il y a des difficultés d'avoir de la transformation spécifique bio, c'est vraiment particulier. On a des opérateurs transformateurs, mais transformer en bio, c'est parfois pas la même chose. Et développer un atelier de transformation bio quand on fait déjà de la transformation, la coexistence entre les deux n'est pas évidente. Donc il y a tout un travail. Et donc tout ça est dans le plan stratégique bio à l'horizon 2030 qui couple la DPR, en fait, qui est vraiment
le complément. Donc, il y a la PAC, il y a le plan stratégique, et les deux doivent permettre d'atteindre cet objectif de la DPR. Et alors, on revient ici aux demandes d'aide à l'investissement par rapport au... Oui, ça va, on passe des coq à l'âne, oui. C'est bien, on fait ping-pong. Pour les entreprises de classe 1, rien ne change. Ça, c'est les entreprises de classe 1, ça reste le gros point. En se disant que les limites sont parfois franchies de quelques... Oh, il y a plus que ça. Hein. Les limites sont parfois franchies de quelques animaux. Il y a un autre problème qui nous embête, c'est que, au sens environnemental du terme, on a une tendance à regrouper les installations qui sont coexistantes, enfin qui sont contiguës. Et donc, on peut très bien avoir deux entités juridiques complètement différentes, mais qui, parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre et qu'elles sont contiguës, sont considérées comme un tout. Et face qu'on passe en classe 1. Donc, nous, on persiste et signe. La classe 1, ce n'est pas le bon plan. Ce n'est pas le bon critère. Si on veut travailler à exclure, je dis bien si on veut travailler à exclure certains types d'agriculteurs ou certaines tailles d'exploitation de certaines aides, alors autant parler, autant utiliser les seuils. Autant dire les exploitations qui ont plus que X animaux, porcs ou X volailles, parce qu'à la base, il n'y avait que ceux-là qui étaient concernés, que les exploitations dans lesquelles il y avait plus que les exploitations qui étaient en classe 1, porcs ou volailles. Et puis, au fur et à mesure, on a élargi, pour finir, maintenant, c'est toutes les exploitations de classe 1, avec ce problème, justement, de potentiel regroupement, parce que les exploitations sont proches l'une de l'autre. Environnementalement parlant, ce sont ce qu'on appelle des unités techniques et géographiques, qui fait qu'on ne sait pas les distinguer sur le plan environnemental, alors que sur le plan agricole, c'est bel et bien deux fermes totalement différentes, avec chacun des animaux et en dessous des seuils de la classe 1. Donc, on reste avec un problème sur la classe 1 et on reste avec un cheval de bataille de notre côté, en tout cas, sur cette condition-là. D'accord. Et alors, une dernière peut-être question, remarque. On nous demande d'un peu approfondir les futures conditions liées à l'agriculteur actif. Donc, de reprendre la slide. Je veux bien reprendre la slide, mais je ne saurais pas l'approfondir plus que ce que je ne l'ai dit, pour la simple et bonne raison que je n'ai dit que ce que je savais. C'est vache, ça. Donc, approfondir la slide. Qu'est-ce que je dois dire ? Donc, le règlement européen nous dit les États membres peuvent fixer des conditions propres pour définir l'agriculteur actif. On peut utiliser la liste négative telle qu'on la connaît maintenant, mais on peut la compléter. Et on peut mettre en place aussi des dérogations pour ceux qui, malheureusement, parce qu'on applique les critères, seraient exclus de cette définition, mais qui prouvent qu'ils ont quand même suffisamment d'activité que pour rentrer dedans. En gros, c'est ce que dit le règlement. Au niveau de la région, qu'est-ce qui était sur la table ? Au moins, en tout cas, ça c'est une condition qui était au minimum sur la table, c'était d'exiger une formation minimale. Donc, soit d'avoir un diplôme agricole, soit d'être déjà identifié comme étant agriculteur depuis X années. C'était 2 ou 3 ans, je ne sais plus trop exactement. Mais il était question aussi de pouvoir prouver qu'on a une réelle activité agricole. Mais la question, c'est comment prouver ? En fait, chaque fois qu'on propose, et c'est bien ça la difficulté de la définition de l'agriculteur actif, c'est chaque fois qu'on veut proposer une condition, dans un objectif d'exclure ceux qu'on ne veut pas, il faut qu'on aille voir, oui, mais comment on va le contrôler ? Il ne faut pas oublier que cette notion d'agriculteur actif, elle va être appliquée pour tout agriculteur qui veut bénéficier des aides PAC. Ce n'est pas la même chose que les aides à l'investissement. Les aides à l'investissement, je veux faire un investissement, je demande l'aide, je regarde si je suis dans les conditions ou pas. Ici, il y a nettement moins de bénéficiaires d'aide à l'investissement que ce qu'il y a de bénéficiaires PAC. Ici, c'est chaque année au moment d'introduire sa déclaration PAC qu'il faudrait vérifier qu'on répond à cette condition. Et donc, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. On peut mettre des conditions de revenus, d'aller commencer à prouver qu'on a une activité avec des avertissements extraits drôles, etc. Est-ce qu'on est demandeur de ça ? Est-ce que vous êtes tous demandeurs d'aller demain joindre votre déclaration fiscale à la déclaration PAC ? Non, évidemment, aucun n'a envie de faire ça. Pourtant, ça aurait été quelque chose d'assez facile de prouver qu'on a, dans nos revenus déclarés, un minimum d'activité agricole. Ça aurait été simple. Mais la question, c'est le contrôle derrière. Et donc, chaque fois qu'on propose quelque chose, c'est oui, mais comment est-ce qu'on va le contrôler ? Et si, en le contrôlant, on fait qu'on demande quelque chose aux agriculteurs
qui soit finalement plus pénalisant par ailleurs ou qui soit plus contraignant par ailleurs. Et donc, c'est vraiment ça. Chaque fois, il fallait trouver quelque chose qui était facile à contrôler ou d'utiliser les données que l'administration avait. Donc, je reviens, la formation, il y a déjà une bonne base de données à l'administration, puisqu'avec tous les agriculteurs qui ont demandé les aides à l'installation, ils ont déjà encodé leurs diplômes. Les agriculteurs qui ont demandé les aides à l'investissement, ils ont aussi encodé tous leurs diplômes, leurs formations, etc. Tous ceux qui sont déjà agriculteurs depuis quelques années, d'office, ils sont bons. Donc, ceux qui devraient joindre des documents, il y en a une minorité. Donc, ce ne serait pas contraignant, puisque le reste est déjà dans le système. Pour les autres contraintes, voilà, le cas du bénéficiaire d'une pension de retraite, parce que c'est ça, ce serait facile. Parce que celui qui bénéficie d'une pension de retraite, son statut social, c'est pensionné. Donc il est indépendant, il a un statut d'indépendant, mais son statut principal, c'est pensionné. On l'utilise déjà dans les aides à l'investissement, déjà maintenant, celui qui est pensionné, il n'est pas admissible. Donc ce serait facile. Mais si la commission dit qu'on ne peut pas l'utiliser parce que c'est discriminatoire, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, pourtant, ce serait. Je dis bien ce serait. Ce n'est pas parce que je dis que ce serait que c'est ce qu'on veut. Je n'ai pas dit ça, mais ce serait. Mais donc, il y a toujours cette obligation d'aller voir si on veut imposer un critère, c'est pour exclure qui, quelles sont les conséquences, qui est-ce qu'on exclut aussi et qu'on ne veut pas exclure, et est-ce que c'est contrôlable. Et c'est vraiment chaque fois ça qui fait que ce n'est pas évident de savoir déterminer des critères et qu'on en reste à cette fameuse liste négative et à des conditions peut-être qui pourraient paraître minimalistes, mais parce que c'est compliqué, c'est assez compliqué. Et alors J'espère que j'ai été assez précise, que c'était ce qui est demandé en tout cas. Une dernière remarque qui est revenue au cours 2 fois. Un jeune agriculteur qui s'installe à titre complémentaire au départ, peut-il bénéficier du paiement jeune ? C'est déjà le cas maintenant. Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas maintenant. Donc, pour bénéficier du paiement jeune, il n'y a pas d'obligation d'être à titre principal. Ce qui n'est pas la même chose que pour bénéficier de l'aide à l'installation actuellement, où là, il faut obligatoirement être à titre principal au moment où on s'installe. Et là, les choses vont changer grâce à l'installation progressive qui va se mettre en place. Voilà. Et donc là, avec l'installation progressive, on va faire évoluer les choses. On va permettre justement que le jeune devienne à titre principal sur ce laps de temps de 5 ans. Mais déjà maintenant, le paiement jeune est octroyé pour autant qu'on soit indépendant, donc on gère l'exploitation et qu'on ait moins de 41 ans. En fait, c'est moins de 40 ans parce que maintenant, ce n'est pas la même définition, mais à terme, ce sera moins de 41 ans. Et donc, dès ce moment-là, on est admissible, qu'on soit principal ou non principal. Aucun problème. Voilà, je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions. Il y en a encore, oui, si on a le temps. Moi, je vous... Alors ici, quelque chose de plus personnel, On nous dit pour les couverts végétalisés permanents le long des cours d'eau, peut-on les utiliser comme éco-régime la jachère mellifère tout en restant en ordre pour les règlements du CVP? Attendez, c'est une vacherie, ça. C'est très pointu, oui. Oui, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est que dans l'éco-régime maillage écologique, le CVP rentre dedans, donc il soit comptabilisé. Le CVP, il peut être un bête couvert végétal, mais ça peut être aussi un couvert végétal diversifié ou un couvert végétal avec une haie dedans. Donc, j'aurais tendance à dire que si l'ensemble est en jachère mellifère, l'obligation de ne pas avoir Le CVP, c'est quoi? C'est une obligation d'avoir une bande d'au moins 6 mètres qui soit végétalisée, sur lesquelles il n'y a ni phyto ni engrais, le long des cours d'eau. Si on y met une jachère, c'est végétalisé, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de phyto. J'aurais tendance à dire que oui, mais c'est une excellente question qu'il faudra qu'on creuse. Mais pour moi, oui. Mais on y sera attentif parce qu'elle est super intéressante comme question. Bonne remarque. Et toujours sur les paiements jeunes, on nous demande si à l'avenir, on a vu qu'on augmentait les hectares éligibles à 100 hectares, si je ne me trompe pas, qu'il y avait des paiements qui étaient par tranche, de 0 à 50, c'est ça, à 140 euros, puis au-delà à 80, jusque 100. Oui, c'est ça. C'est juste, Non, c'est 0 à 50 et 50, 100. Oui, et donc ça. 140 et 80. Voilà, oui. Donc au lieu de 90 actuellement, avec un prix moyen fixe par droit, ici on nous demande si ça peut être cumulé, s'il y a 2 jeunes sur l'exploitation. Donc si on a non, toujours pas.
Non, ça malheureusement, le règlement européen sur ce coup-là n'a pas été changé. Une exploitation, même s'il y a un jeune qui arrive après dessus, c'est la Commission européenne estime qu'il y a une continuité dans l'exploitation et donc comme l'exploitation on a déjà bénéficié pour le premier jeune, on ne pourrait pas l'avoir pour le deuxième. Ça malheureusement. Donc même si les reprises se succèdent, même si on ne sait pas aller chercher le paiement jeune, même si 10 années par exemple. Ouais. Non. Et ça, le règlement n'a pas été modifié pour le permettre. Parce que pour eux, c'est une exploitation dans laquelle il y a un jeune qu'on aide et pas nécessairement le jeune dans l'exploitation. Et donc, dès le moment où il y a déjà eu de l'aide dans cette exploitation, le joker est utilisé, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire, si ça perdure encore pendant 20 ans, enfin, je veux dire, est-ce qu'à un moment, on va se poser la question, oui, mais enfin, on a passé la génération, là, peut-être qu'il faut se remettre en question. J'en sais rien. Mais voilà, en l'état actuel des choses, non, c'est pas cumulable, quand bien même ça se succède. Par contre, comme ça je donne l'information, par contre, ceux qui auraient déjà eu 2 ans, par exemple, dans le régime actuel, donc 2 fois 90 € sur 90 hectares et qui vont encore l'avoir cette année-ci, donc ils auront eu 3 ans, il reste 2 ans à aller chercher, et bien là, dès 2023, ils sont sur le nouveau système. Donc, les 2 dernières années, ils iront chercher 140 sur les 50 premiers hectares et 80 sur les 50 suivants. Oui, s'ils sont à cheval sur 2... Oui. Parce que c'est le régime qui est en vigueur au moment où ils introduisent la demande d'aide. Et alors, on parle évidemment de produire toujours plus local, de mettre en avant sa production, de travailler différemment. Et ici, on a une remarque, peut-être une suggestion de modification du plan stratégique, parce qu'on nous dit que pour qu'un produit soit made in Belgium, il faut qu'il soit transformé et produit en Belgique, logiquement. Et on voit que parfois, notamment dans le cas des céréales et des farines, pour les moulins, mais que des farines sont importées de l'étranger, sont transformées en Belgique, et pourtant peuvent être considérées comme produits made in Belgium avec le label. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait? Bon, c'est un exemple très concret, mais ça, c'est pas dans le plan stratégique. Hein. Oui. C'est pas le plan stratégique. Le plan stratégique peut soutenir la production de céréales panifiables, peut soutenir le secteur éventuellement, mais ce n'est pas le plan stratégique qui va définir les critères pour être considéré comme Made in Belgium. Je ne connais même pas de labellisation Made in Belgium. Il y avait à l'époque Agriculture de Wallonie, mais sans cahier des charges spécifique. Donc ça, c'est dans les critères soit des appellations ou des labels. Alors quand ce sont des IGP, des AOP, des AOC, etc., là, c'est cadré au niveau réglementaire. Mais quand c'est au niveau wallon, voilà, c'est nous qui nous fixons les règles. Rien ne nous empêche, effectivement, mais ça, c'est indépendant de la politique agricole commune. C'est pas le plan stratégique, c'est pas en modifiant le plan stratégique qu'on va pouvoir répondre à cette question-là. C'est en modifiant éventuellement les critères pour mettre des labels comme celui-là, qui serait tout à fait cohérent. Hein. C'est le cas du jambon de Parme, hein, avec des cochons qui sont faits ici et qui partent en Italie pour être transformés. Hein, enfin. Alors, une dernière remarque. L'élevage porcin en autonomie fourragère complète pourra-t-il être éligible pour les primes autonomie fourragère? Parce qu'on parle souvent de non, parce que c'est la même chose pour les bovins. Mais... Ce sont des UGB, hein, donc les porcs et les volailles ne sont pas, considérés... Oui, l'autonomie, ce qu'on appelle autonomie fourragère, c'était ce qu'on appelait avant faible charge en bétail, et elle portait nettement mieux son nom que le nom actuel pour cette MAE, qui est l'autonomie fourragère. C'est pas tout à fait juste. À partir du moment où on fait un calcul en UGB, unité gros bétail, on reste avec des bovins, ovins, équins. Hein. Donc les porcs et volailles, malheureusement, ne rentrent pas dans le calcul. Et donc, comme ils ne rentrent pas dans le calcul, s'ils n'ont pas à côté des bovins, ovins ou caprins ou équins pour pouvoir atteindre le 0,6 minimum du GB, eh bien, ils n'auront pas droit à l'aide de la charge, à l'aide à l'hectare de prairie. Par contre, s'ils sont en bio, ils auront l'aide pour le parcours. Hein. Parce que là, le parcours, il n'y a pas la charge, il n'y a pas de conditions de charge pour le parcours bétail, le parcours porc ou volaille en bio. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et remercier Isabelle Joumotte pour la présentation qui était la plus complète possible sur base des informations actuelles et surtout pour les réponses aux questions. Je pense que ça a été apprécié. Voilà. Alors pour rappel, la présentation sera disponible sur le site cbc.be/agri, à mon avis dans une semaine plus ou moins. Donc voilà, vous pourrez la consulter à votre aise. Merci. Merci. Bonne soirée à tous.